Merci. Je ne sais pas si on vous a déjà souhaité la bienvenue à la maison. Qui est déjà venu à la Climate House dans l'Assemblée? Ah, on est bonne moitié. Effectivement, vous êtes dans une maison. On insiste sur le mot maison parce qu'effectivement, il y a plusieurs tribus qui s'y croisent. Et on a des petits rituels dans cette maison pour que vous puissiez vous sentir bien en arrivant. Et on va vous proposer tout ce qu'on appelle un petit exercice d'interconnexion pour faire connaissance un peu plus rapidement. Parce qu'on a un peu moins de temps ce soir. D'habitude, on fait ça sur des demi-journées, des journées, voire même 2 journées. Et on aime bien, effectivement, faire connaissance avec le cœur, souvent. On dit souvent qu'on a les 4 H, donc le H de Head, Heart, Hands et House, comme la maison. Alors désolé, mon accent est pourri. Et avec cette petite carte que l'on vient de vous distribuer, on va vous demander, parce qu'en fait, nous on vit dans le présent à la Climate House, et le présent ça veut dire aussi le cadeau. Quand on fait un présent à quelqu'un, c'est un cadeau. Et bien là, vous allez avoir ce cadeau de temps, parce qu'en fait, quand on choisit un cadeau pour quelqu'un, c'est qu'on a pris du temps pour choisir quelque chose. Donc là, on vous fait un cadeau de temps, et on va vous offrir, j'ai quoi, 3 minutes, 4 minutes, Thibaut 2. 2 minutes. Mais ça peut être 3, ça peut être 4. 3 minutes, ce qui vous fait du coup 1 minute, allez, presque 2 minutes chacun pour échanger, donc avec votre voisin de devant, de derrière, et de dire à la personne qui est à côté de vous ce que vous voyez à travers cette image. Qu'est-ce que cette image vous évoque? Surtout que vous ne l'avez pas choisie. Et du coup, ça veut dire que vous allez peut-être parler d'un sentiment que vous avez là dans le présent, peut-être d'un souvenir que vous avez dans le passé, mais comme on sait que le futur n'est pas la suite du passé, tout va bien. Donc voilà, c'est un moment présent pour vous. Vous avez 2 minutes. Merci. Ouais, non, bon, on va faire ensemble. C'est de trouver un voisin. Est-ce que c'est quelque chose, voilà. Est-ce que c'est moi? Voilà. Est-ce que c'est de l'introspection? Je ne sais pas. Ça pourrait être même une référence artistique à une non mais oui, non mais je vois la poésie. C'est l'intime. Très beau. Ben voilà. Moi je est-ce que je suis alors, savoir, connaître moi j'ai aussi comment le percer, comment voir aussi, comment le percer, se parler. Ouais, mais en fait, moi il a parlé. Là je veux dire, parce que c'est vrai que quand on pendant plusieurs semaines, il peut rester plusieurs jours, plusieurs semaines, et je me rends compte dans la journée plus ou moins fréquemment si je me suis exposé. Et par contre, si j'arrête d'écouter d'ici dans les oreilles, si j'arrête petit à petit, ça s'énorme, donc c'est pas complètement. On a eu bien la chance hier et vraiment, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a un truc qui peut nous mettre sur ça. Je sais pas. Ça peut évoluer sur le temps parce que moi je sais que j'ai eu des dans ma vie. Ça s'est résorbi
c'est revenu justement quand je fais beaucoup attention. Ouais, il y a 10 tu t'exposes beaucoup à des sons forts. Ah, bah oui. Moi, je suis et là, j'essaye de. Parce que j'ai souvent un choix que je suis un peu lié. Parce que là, depuis 2 semaines, je bosse avec des AirPods pour pas avoir le souffle sur la mâchoire. Parfois, en fin de journée, je sentais la mâchoire, je s'attirer. Donc là, déjà, c'est plus léger, j'ai l'impression. Il vous reste 30 secondes pour... J'ai un gros casque de moto, là, j'ai un casque sans manteau. J'essaie déjà de travailler ça. Le temps que je fasse les poils, peut-être si tu dis maintenant que j'avais un modèle, Vous êtes bavard, hein. Vous avez du mal à vous arrêter. Est-ce que, moi juste une petite question, est-ce que vous avez parlé avec votre cœur? Oui, non, un peu? Oui. Oui? Ouais? Eh ben voilà, moi je suis très contente alors. À tout à l'heure. Ah oui, pardon. Bonsoir Sophia Chikirou. Bonsoir à tous. Je vous remercie énormément pour le temps que vous nous accordez. Donc moi je suis Caroline Renou, je suis à la fois cofondatrice de la Climate House et également colocataire. En quelques mots, la Climate House, alors, qui est un endroit que moi je trouve formidable, c'est un lieu dans lequel on essaye de réconcilier l'écologie et l'économie. Il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui viennent d'ONG, il y a des intrapreneurs, il y a des gens qui viennent de grandes entreprises, il y a des gens qui sont en transition professionnelle. Et en tout cas, notre objectif, c'est de pouvoir échanger. Et dans ce cadre, il y a un groupe de travail piloté par Thibaut autour des municipales à Paris, parce qu'on pense que c'est important de pouvoir échanger sur ces sujets. Et donc, je te laisse la parole. Et à nouveau, je vous remercie d'être parmi nous. Surtout, nous avons commencé à échanger. En plus, c'est les 10 ans de LFI ce soir. Ouais, c'est ça. Ah, donc on gâche un anniversaire. C'est ça, voilà. Et ben avant de vous laisser, moi je vais quand même rapidement me présenter. Donc moi je suis effectivement Thibaut Grudler, j'ai l'honneur d'organiser ce groupe de travail. Alors c'est beaucoup de personnes et je les remercie aussi de participer activement au quotidien à cette animation et à cette réflexion qu'on a initiée à la Climate House. Très concrètement, l'idée du groupe de travail, elle vient d'un constat partagé qui était de se dire on a un monde économique, ici on a une communauté d'entrepreneurs, on a une communauté, comme le disait Caroline, de scientifiques, on a une communauté également d'associations, et on trouvait que les mondes ne se parlaient pas toujours. Et un monde en particulier qui était le monde politique. On se rendait compte que nous, ici, on était capable de créer du lien avec les associations, avec les chercheurs, comme je disais, avec des entreprises, entre entreprises, mais qu'on avait beaucoup de difficultés à communiquer avec le politique. Et donc l'idée qu'on a eue avec ce groupe de travail, c'était donc de créer un espace, comme vous l'avez aussi ce soir, un espace d'échange, pour qu'on puisse poser des questions au monde politique, que le monde politique puisse aussi nous écouter. Donc vous allez voir, c'est coupé en 2 temps. Un premier temps où vous avez notre journaliste maison, donc Alexandre Touchner, qui va vous poser des questions, je ne sais pas d'ailleurs de quel ressort. Ouais, bon, on verra ça. Et puis vous aurez un deuxième temps avec la communauté. Donc on a fait depuis quelques semaines une concertation au sein de la communauté, on a récolté des questions, on les a compilées, et on a 3 porte-paroles, pardon, Caroline. On a 3 porte-paroles ce soir qui vont venir poser les questions et avoir un échange aussi direct avec vous sur ces sujets-là. Je donne un petit côté technique. Vous avez peut-être vu, il y a des affiches avec le QR code. Je regarde Margot également, est-ce qu'il est possible de faire passer la feuille ? Parce que grâce à ce QR code, vous allez pouvoir en fait accéder à Slido, et pour ceux qui connaissent, en fait, vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Donc pendant la conférence, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous vient, vous pouvez en plus le faire de manière anonyme, donc pas de souci. Vous posez votre question, vous nous envoyez un message, nous on le reçoit là, on se charge de l'envoyer à Alexandre, qui fait le modérateur et qui pose la question directement à la candidate. Voilà pour le point technique. Pour ceux qui sont habitués de nos soirées, vous savez qu'on aime bien commencer dans la bonne humeur. D'ailleurs, je tiens à dire que nous avons la chance d'avoir Adèle Barbers parmi nous. Adèle, d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose.
Quand tu as commencé avec nous sur le site des municipales le 29 octobre dernier, je crois qu'on a doublé tes followers. Donc est-ce que c'est grâce à nous ou est-ce que c'est grâce à ton travail? C'est que grâce à vous, évidemment, pas du tout. Merci à toi. Merci à toi, Adèle. Ça, c'est sympa. Parce que je ne travaille pas par ailleurs, je ne fais que ça. Mais non, mais Adèle est évidemment brillante. D'ailleurs, allez tous la suivre sur Instagram, du coup, comme ça va avoir plus de followers. Je vais quand même conclure en disant que le prochain GT aura lieu le 27 février en présence de Rachida Dati. Donc si certains veulent venir aussi y assister, vous êtes les bienvenus. Et donc sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Adèle pour commencer la soirée dans la bonne humeur. Et je vous souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure. Adèle qui ne travaille pas, qui consacre sa vie à la Climate House, une fois tous les 2 mois. Bonsoir à tous, membres et amis de la Climate House, les colocs. Et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, qui ne connaissaient pas. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e rendez-vous consacré au municipal qui arrive dans 1 mois et qui commence enfin à intéresser les Parisiens. À ce rythme-là, dans 3 mois, ils auront lu les programmes. Ça tombe bien, tous les programmes ne sont pas encore sortis. Ce soir, vous recevez donc Sophia Chikirou, pour une fois une candidate un peu connue, parce qu'en décembre, on était avec... Comment s'appelle déjà? Thierry Pécheret? Quoi? Bournazel. Ouais, quelqu'un de nouvelle. Sophia Chikirou, qui n'est donc pas la candidate la moins connue, mais qui n'est donc pas non plus celle qui a le plus d'affaires en cours, puisque dans 2 semaines, on reçoit Rachida Dati. Sophia Chikirou, qui est une tête de liste des municipales, la tête de liste des municipales pour LFI. LFI qui, depuis 5 jours, par la décision unilatérale du ministre de l'Intérieur, a changé de classification les partis politiques et est désormais d'extrême gauche. Timing intéressant. Ça va sinon la Startup Nation? Ça vous donne pas trop des surfroides de recevoir l'extrême gauche? Ouais, ça va, ça pourrait être pire, ça pourrait être l'URSSAF. Donc mon job de ce soir est de vous présenter Sophia Chikirou, celle dont Jean-Luc Mélenchon dit « Des Sophia Chikirou, on n'en trouve pas sous le pas d'un cheval ». Ce qui veut dire que c'est une personne rare, aussi rare que les gens qui utilisent cette expression. Ou que des partis politiques mis en examen, bref. Sophia Chikirou est donc une femme pas banale. C'est une femme politique dont le métier est la communication, et pourtant on ne sait rien d'elle. Ben, vraiment rien. On sait juste qu'elle vient de Bonneville, en Haute-Savoie, ce qui en fait donc la dame de Haute-Savoie. Je dis ça parce qu'elle est née la même année que la chanson de Cabrel. Je pensais qu'avec l'âge du public, on pouvait peut-être avoir cette référence. Est-ce un hasard? Oui, absolument. Impossible de trouver des informations sur la vie personnelle de Sophia Chikirou, à moins d'organiser une perquisition à son domicile, ce qu'on ne veut pas faire évidemment, parce que c'était un petit peu too much. Merci. On a envie de vous connaître et on ne va pas forcer les portes, donc on va faire avec les infos qu'on a, et on en a des infos. Plus de 20 ans que Sophia Chikirou est dans le sérail politique. Adhésion au PS à 18 ans, elle enchaîne avec Sciences Po Grenoble, puis Paris où elle devient assistante parlementaire, puis porte-parole de Laurent Fabius. Mais là, elle se présente aux élections législatives en dissidence du Parti Socialiste, donc elle en est exclue. Et c'est bien la première fois que le PS est contre une trahison. Elle rejoint ensuite le mouvement Gauche Moderne de Jean-Marie Bockel, même notoriété que Pierre-Yves Machin. Là. Jean-Marie Bockel, c'était un ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy, parce qu'en 2007, la Gauche Moderne, c'était la droite. Et c'est vrai que quand on a besoin de préciser que l'on est moderne, c'est qu'on ne l'est pas, en fait. C'est comme dire qu'on est une entreprise à impact. Normalement, c'est pas besoin de préciser ici. Là, j'ai envie d'applaudir. Merci de m'avoir invité. Après une nouvelle tentative d'être investie aux législatives, cette fois-ci par l'UMP, Sophia, c'est faux? Alors ça, c'était faux, très bien, droit de réponse. Sophia Chikirou, on a quand même essayé d'aller aux législatives ou pas du tout? Pas du tout. Ah, pas du tout. Il faut pour tout 4 mois, la Gauche Moderne. Ok. Bon, c'est pas grave, franchement, moi je vais pas vous juger. Hein. Non, mais moi j'ai commencé à travailler pour Alain Juppé, maintenant je vais au Festival d'Avignon, donc je suis là pour juger personne. Mais néanmoins durant ces 4 mois, bon peut-être que c'est faux encore, on verra, mais que vous rencontrez Jean-Luc Mélenchon qui vous dit « Sarkozyste tu n'es pas, de gauche tu es ». Non, c'est pas ce que vous avez dit, parce que pour moi Jean-Luc Mélenchon a un petit côté Yoda quand même. Hein. Yoda en moins zen, mais Yoda quand même. Donc ça s'est pas passé comme ça. Bah attendez, qui raconte ça? Que vous étiez entre Jean-Marie Bockel et Jean-Louis Borloo, vous déambuliez dans les couloirs du Sénat, il vous a arrêté, vous a dit non,
T'es pas de gauche. Bon, je vous sortirai mes sources. C'est jamais arrivé. Très bien, non, mais comme ça, on est au clair. Mais tout le reste était juste. Non, mais je vous dis pas. Bon, bref. Je suis juste née à Bonneville, mais sinon je ne suis pas de Bonneville, je suis juste née là-bas. Née à Bonneville. On n'a pas beaucoup d'autres infos, alors bon. Je vais pas vous en donner plus. On a envie de savoir. Cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, néanmoins, est un électrochoc. Sophia a rejoint ensuite le parti de gauche de Mélenchon et de là, tout chousse vers les filles. C'est bon ça? J'ai créé le parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon et une centaine d'autres personnes. Bon, création du parti de gauche. Très bien. Tout ça avant 30 ans. Oui. Sophia Chikirou, elle n'a pas le time, ok? Et d'ailleurs, 15 ans plus tard, ça va pas tellement changer parce qu'elle confie dans la presse, peut-être que c'est faux encore, qu'elle n'a pas souvent le temps de se poser pour les repas et qu'elle peut rester jusqu'à 4 jours sans manger. Ouais. Et vous dormez que 2 heures par nuit, et vous avez Machiavel sur votre table de nuit, on la connaît celle-là. Mais dans le doute, il y a quand même un buffet après, donc peut-être que c'est quand même, je sais pas. Donc depuis 2008, Sophia Chikirou est avec Jean-Luc Mélenchon. Politiquement, j'entends, évidemment. Je vous ai dit qu'on ne connaît rien de sa vie privée, et puis de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Mais qu'est-ce que ça vous rend? Quoi ça vous? Mais non, ça ne nous intéresse pas. Ça peut beaucoup vous exciter. Mais je m'excite pas du tout. Je pense que c'est votre vie privée à vous. Je serais ravie Tout le de monde vous sait la à quel détailler point. avec grand plaisir. C'est passionnant. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout. Bah, non, mais je dis que justement, ça ne nous intéresse. Ça vous intéresse pas? Non, ça intéresse personne. Regarde, non, Cette minute non. que vous en parlez. Non. Non, et par ailleurs, quand même, point important, le seul pour lequel Sophia Chikirou a déclaré publiquement avoir des sentiments, c'est Stefan Zweig, l'auteur autrichien à qui elle a consacré un roman et où elle imagine une rencontre entre eux deux. C'est vrai. C'était... J'ai pas publié le roman. J'en ai honte. Il n'est pas publié, mais il existe. Dans mon ordinateur. Bah c'est pas fini, on peut encore le sortir. Je tiens même à préciser Stefan Zweig qui a dit l'ambition est l'affaire des hommes. Chez les femmes, cela tourne à la caricature. Alors, je suis pas sûre que la rencontre va bien se passer. Ça se passe pas bien dans le roman. Ça se passe pas bien dans le roman? Faut pas tout spoiler, Sophia. Donc, Sophia Chikirou travaille chez LFI depuis 2008, où elle développe des idées très originales en com. La chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, c'est elle. L'omniprésence des insoumis sur les réseaux sociaux, c'est elle. Le fameux hologramme aussi, c'est elle. Si elle le souhaitait, d'ailleurs, Sophia Chikirou pourrait même dire la communication, c'est moi! 20 ans de politique, mais on peut pas dire que c'est une apparatchik parce qu'elle a quand même bossé dans d'autres secteurs. Elle a monté une boîte de com. Bon, qui faisait les campagnes de LFI. Bon, elle a créé un média aussi pour porter la parole de la gauche radicale. Oui, bon, elle a consacré sa vie à la politique et c'est pas la seule. Et en 2022, elle passe de l'ombre à la lumière. Elle est élue députée de Paris sur une circo pas facile à gagner pour la gauche, les 11e et 20e arrondissements. Le royaume du matcha noisette. Ça se gentrifie malheureusement. Le royaume du matcha noisette, je suis d'accord. Ouais. Maintenant, on est en 2026 et donc cap sur Paris. Mais avant le 15 mars, petit cours de rattrapage sur le système électoral. Alors, parce que j'ai lu dans la presse, peut-être encore est-ce une connerie, on va voir, mais qu'en 2012, vous avez voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais aussi au second, alors qu'il n'y était pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est son style, ça, Sophia, elle enfonce les portes, rien ne la retient, pas même les modes de scrutin. Mais là, alors attention, c'est Paris. C'est un peu différent. Les gens ici, ils sont spéciaux, vous savez, il faut leur parler avec douceur. Utiliser la communication non violente. À Paris, il faut faire une campagne Montessori. D'ailleurs, ici, vous avez un échantillon absolument parfait. On a rarement vu un tel taux d'HPI auto-diagnostiqué, donc faites-vous plaisir. Pour Paris, il faudra peut-être même faire des compromis. Avec des gens avec lesquels on n'est peut-être pas toujours d'accord. Grégoire. Pour conclure, j'aimerais citer votre amoureux Stefan Zweig. La raison et la politique suivent rarement le même chemin. Et j'avoue que je suis assez curieuse de savoir quel chemin vous allez suivre. Et donc je vous laisse dans les mains d'Alexandre Kouchner pour le moment interview. Merci à tous. Mesdames et messieurs, Adélaïde Barreur qui a donc pour but de détendre l'atmosphère, de préparer le terrain à tout ce qui devrait être une interview un peu apaisée, où on a le temps de se dire les choses de manière très calme, très simple et surtout sourcée. Ouais, on est là, on donne des infos, c'est pas n'importe lesquelles. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à cette 3e rendez-vous de climat et municipal. Merci tout de suite d'accueillir notre invitée ce soir, la députée de la 6e circonscription de Paris, candidate à la France Insoumise à la mairie de Paris, Madame Sophia Chikirou.
donner un micro parce que c'est quand même plus simple pour prendre la parole. Après, j'ai la voix qui porte. Non, non, mais regardez, il vous reste quand même un peu de temps pour la campagne. Ne forçons pas votre voix. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Adèle nous a détendu. On s'attend à la sortie, Adèle. Alors elle est déjà partie. Elle a compris. Oui, elle a vu le truc, elle est... Je suis un sourire kabyle, pour ceux qui savent ce que c'est. Non, vous savez pas? Qui sait ce qu'est un sourire kabyle ici? Alors, c'est quoi un sourire kabyle? C'est pas bien. C'est pas bien. Alors nous commençons donc avec tout ce qui est menaces, menaces physiques notamment. Mais avant d'en arriver là, je vous propose un petit échauffement d'interview. Ce sont des questions, je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Et de dire ce que je veux. Pardon, et de dire ce que je veux, parce que je fais en général ce que je veux. Bah, allez-y. Oui, alors on va chacun rentrer dans un rôle. Moi je vais essayer de vous faire vaguement tenir ces consignes. Vous n'allez pas le faire. On joue oui ou non. C'est tout. Et après on se pose des questions où là je vous laisse tout le temps de répondre. Je vous emmène. Pour travailler, vous préférez vraiment le bureau de maire de Paris à un desk à la Climate House? Je sais pas à quoi ressemblent vos bureaux ici. On vous fera... J'aime pas les cabines, là, on doit s'enfermer, j'ai horreur de ça. Bon, on va prendre ça pour un non. C'est pas ça, vos bureaux? Non. Non, ça, ce sont... comment ça s'appelle? Les phonebox, parce que cabine téléphonique, c'était déjà pris. Un café avec un entrepreneur ou une entrepreneuse à 7h du matin, est-ce que c'est trop tôt? Ah oui, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Je comprends, je juge pas non plus. J'ai travaillé avec Antoine Sfer à une époque, il me faisait venir à 5h du matin. Dans un café bar tabac où on fumait à l'intérieur. À 5h du matin. Il fumait des gauloises. Ah, oui, voilà. On m'a traumatisé. Une réunion publique avec des startups engagées à 19h30, est-ce que c'est trop tard? Pour l'apéro? Alors, je crois que c'est une maison sans alcool. L'impact, tout ça. Ouais, ben non, c'est pas trop tard, moi j'ai l'habitude de travailler. Est-ce que vous seriez prête à créer un conseil des entrepreneurs parisiens? Ça existe, il y a plein de choses qui existent pour réunir les entrepreneurs. Vous avez la chambre de commerce, vous avez des fédérations d'entrepreneurs dans tous les sens. C'est pas ça dont ils ont besoin. Moi, j'ai proposé dans le programme la création d'un conseil économique et social et environnemental parisien. Ça n'existe pas. Ça existe pour la région Île-de-France, il y a le Césaire qui est obligatoire, mais il n'y a pas pour Paris. Et donc là, on aurait des entrepreneurs, ça je vous saoule. Pas du tout, je vous écoute. Oui, non. En théorie, c'était oui, non, mais comme c'est une réponse qui concerne vraiment qui le vous concerne public. directement, parce que ça concerne aussi la gouvernance et comment on prend les décisions en impliquant tous les acteurs et non pas en les segmentant toujours. Il vaut mieux se retrouver dans un environnement commun et pouvoir échanger et discuter communément. Elle parlait tout à l'heure, Adèle, des compromis. Le problème, c'est pas de faire des compromis. On est capable de faire des compromis. Le problème, c'est quand le compromis n'en est pas vraiment un, parce que dans le rapport de force, une des parties prenantes a pris le dessus et impose aux autres, ou qu'il se passe des choses dans les couloirs auxquelles les autres ne sont pas conviés, on va dire, ou ça se fait dans leur dos. Un conseil économique et social et environnemental parisien, ce serait l'occasion d'avoir tous les acteurs, les syndicats, les fédérations patronales, les entrepreneurs, les associations, et des gens qui puissent participer à l'élaboration de décisions, de recommandations communes. Et là, il y a une vraie urgence à le faire, parce que Paris est en pleine crise démocratique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du recul démocratique qui s'est produit à Paris ces dernières années, mais c'est très inquiétant. On est arrivé à un point où aujourd'hui des librairies indépendantes sont attaquées pour leurs choix éditoriaux. On est arrivé à un point où vous n'avez pas une seule maison d'édition qui arrive à survivre compte tenu du foncier et de la difficulté de diffuser. Vous avez aujourd'hui de la mainmise, soyons clairs, d'oligarques sur les maisons d'édition et sur toute la diffusion. C'est pour ça notamment que vous proposez beaucoup de votations populaires. Avant de rentrer, si vous voulez bien, dans le programme, je continue un tout petit peu. La mairie pourrait-elle instituer une préférence régionale et acheter davantage auprès des PME et start-up parisiennes? Oui ou non? Parce qu'après, on a plein de trucs à se dire. Je vais dire oui, mais c'est pas une réponse complète. Alors, oui, mais... Non, c'est pas oui, mais c'est oui. Cela implique d'avoir une volonté politique suffisamment forte
pour réserver le plus de possibilités. Je sais que par exemple la CPME ou le MEDEF, la CPME demande 80% des marchés publics pour des TPE, PME parisiennes, franciliennes, etc. Mais en fait, il y en a peut-être ici qui adorent l'Union européenne et qui adorent la philosophie européenne et bruxelloise, mais c'est interdit par les directives. Il y a un contrôle là-dessus, donc il faut jouer avec les règles pour y parvenir. Donc oui, un maximum de franciliens parce que ça a un impact écologique, ça a un impact social, c'est important qu'on puisse réduire les chaînes d'approvisionnement, qu'on puisse réduire les circuits, etc. Mais il va falloir avoir du caractère pour aller aussi dire ce que nous on défend pour les élections nationales. Quand c'est notre intérêt, on désobéit aux traités commerciaux de l'Union européenne, quoi, et aux directives qui ne nous conviennent pas. Je comprends. La question était, la mairie pourrait-elle instituer une préférence régionale? Nous sommes à luttons contre l'Union européenne telle qu'elle est faite et telle fonctionne de temps en temps. Est-ce que c'est les appels d'offres? Je vais essayer de tenir cet entretien. Bon, je ne suis pas sûr d'y arriver tout le temps, je préviens le public, mais c'est normal. Autre question, oui, non. Un ou une maire d'arrondissement doit-il ou doit-elle être bien sapé aux frais du contribuable? À Paris, être bien sapé, c'est important. Mais non, il faut interdire l'achat de vêtements par les élus. Moi, j'ai des frais de représentation en tant que député, je n'utilise pas pour acheter des vêtements. Sinon, je grille la caisse. Non, je plaisante. Non, il ne faut pas utiliser. On a le droit, nous on propose dans notre plan probité, de plafonner les repas. On trouve que, bon, peut-être que 25 €, il y en a qui m'ont dit, Sophia, t'es un peu sévère à plafonner à 25 € par tête. Mais 25 €, c'est ce qu'une entreprise va accorder à ses salariés ou à ses cadres pour un déjeuner d'affaires ou un repas d'affaires. Donc il me semble normal de plafonner la dépense. Et puis on n'est pas là pour payer des bouteilles de vin à 300 € à des élus ou à des journalistes, comme ça se fait dans certaines pratiques. Alors moi j'ai découvert que ça se fait encore et que... Je crois que 25 € c'est quand même le prix de 2 matchs à latte dans l'arrondissement ici, mais ouais. Bon, il ne faudra pas boire 2 matchs à latte, c'est pas très grave. Alors il faut défendre les cantines solidaires et les restaurants solidaires, et puis les élus iront avec leurs invités dans des lieux solidaires, c'est très bien aussi. Installer des panneaux solaires sur tous les toits publics, est-ce que c'est faisable? Oui, nous on propose justement de créer une société de production d'énergie parisienne. On a le droit de le faire, là la loi le permet. Et la première mission qu'on va lui confier, c'est justement l'installation de panneaux photovoltaïques sur tous les toits publics. Et c'est une urgence climatique, écologique, et vraiment c'est une des choses qu'on fera dès qu'on arrive, parce que le temps que ça fonctionne, le temps que ça se mette en place, c'est bien une mandature, et puis on va récolter des fruits sur 20, 30 ou 40 ans. Donc oui, absolument. Y compris sur les toits, il y a une partie des toits de Paris qui sont classés, les toits en zinc, ça c'est... Les toits en zinc, c'est très très mauvais pour le réchauffement climatique, et les personnes qui vivent sous ces toits, elles ont des pics de chaleur à 47 degrés. Donc c'est peut-être beau, mais faut pas... Non, mais ils sont protégés, c'est ça Oui, je sais très bien qu'ils sont protégés, mais il y a plein de solutions esthétiques aujourd'hui, y compris sur du photovoltaïque. Donc il faut aménager ça, il faut le penser, et de toute façon, c'est peut-être beau incontestablement, c'est une marque parisienne indiscutablement, mais à un moment donné, Paris doit aussi s'adapter à ses conditions climatiques. Un Paris à 50 degrés, c'est une question de vie ou de mort pour plein de gens. On a déjà 400 morts de la canicule chaque année en moyenne à Paris. Les gens qui vivent sous ces toits à 47 degrés en été, c'est la mort. C'est un risque de mort, tout simplement. Donc on doit agir, y compris peut-être remettre en question certaines règles urbanistiques, dans ce sens-là, pas dans l'autre. Moi, je ne suis pas pour aller en moins 10 ans, je suis allée pour au plus 10 ans. Vous voulez dire les quais, le grand tunnel, et éventuellement remettre des voitures qui sont en dessous? Ça vous parle pas trop? Non. Ouais, on peut le comprendre. 0 voiture thermique à Paris avant 2030, est-ce que ça vous semble réaliste? On a une marge de manœuvre qui est assez intéressante, puisqu'on l'a dans le programme, c'est que la ville de Paris est maître sur à peu près 75% des voies à Paris. Nous, dans le plan, on veut du zéro diesel et aller vers du zéro thermique aussi, parce que c'est l'avenir, il n'y a pas le choix. Pareil, il faut qu'on sorte du thermique. Mais il faut y aller par étapes et un peu en forçant. Première étape, on veut s'attaquer aux bus publics,
parce qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements. Je vais vous donner leur engagement à la RATP IDFM, c'était que décembre 2025, plus aucun bus diesel. Et devinez quoi, ils n'ont pas communiqué dessus, parce qu'en fait, il y a toujours autant de bus diesel et qui n'ont pas rempli les objectifs, et donc le plan zéro diesel RATP n'est pas respecté. Donc moi, je le remets sur le métier à tisser. Je dis à la RATP, vous avez pris des engagements, mais vous n'avez pas tenu. Donc première étape. Ensuite, il va falloir s'attaquer au thermique. Mais nous, on a une stratégie qui consiste à dire à chaque pic de pollution, l'année dernière, il y a eu 10 journées, et on interdit le thermique. Et donc, il faut l'attaquer de cette façon-là. Il y a des politiques d'accompagnement à mener vis-à-vis des professionnels ou de certaines catégories populaires notamment, parce que les autres catégories ont largement de quoi en réalité ne pas aller en thermique. Et là, il y a une intervention régionale à avoir. On peut penser à une intervention ville, on l'a prévu dans le programme, un soutien à l'électrification du parc, mais déjà qu'on soit exemplaire en matière de transport public et de parc automobile de la ville de Paris, etc. Parlons transport public. Vous connaissez, vous, le prix mensuel d'un pass Navigo ? Ouais, je le connais parce qu'on a lutté, personne ne s'en est rendu compte, on était très malheureux, mais nous on a mené une campagne qu'on mène depuis 2021 qui s'appelle Stop Galère dans les transports publics. Et on a lutté contre la hausse du pass Navigo, et je vois que Christophe Prudhomme, qui est conseiller régional, est là, et on a organisé des manifs, on a organisé des tractés à la sortie des RER, dans les gares, partout, pour dire aux gens, regardez ce qui se passe, votre pass Navigo va passer à 80 € à l'époque. Et l'année d'après, il est passé à 90, et je vous l'annonce, il va passer à 100. Et ça, c'est Valérie Pécresse, c'est la décision de faire financer les investissements et les trous, et une bonne partie de mauvaise gestion budgétaire par les usagers. Et donc, vous allez payer le pass Navigo à 100. Après, on vous dit, oui, mais les entreprises, elles cotisent, elles sont plafonnées à 47%. On voulait faire modifier dans la loi pour que ce soit plus de 50%. Moi, je défends carrément l'idée que l'entreprise prenne en charge le transport des salariés, parce que finalement, la désorganisation urbaine que l'on subit, en grande partie, elle est liée à l'activité économique. Quand vous concentrez les bureaux à Paris, que vous videz les bureaux de la petite couronne et de la grande couronne, il y a plein de bureaux de vide en Ile-de-France parce qu'ils viennent concentrer ici, où le mètre carré est constitue un actif pour l'entreprise. D'accord, vous êtes là chez un propriétaire, il se fait un pognon de dingue, il est très content. Mais quand vous concentrez, vous faites venir des gens de partout au même endroit. Et en fait, les gens peuvent perdre. Alors ça peut être 20 minutes de transport, formidable pour vous, mais ça peut être 2-3 heures dans la journée l'aller-retour. Et plus vous êtes dans des métiers, disons, essentiels, ou des métiers moins bien payés, plus vous êtes loin. Et donc plus vous souffrez du transport. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le temps de transport, finalement, c'est pas un temps de travail qui devrait être rémunéré comme le temps de travail? Je vais vous mettre la petite idée dans la tête, vous allez y réfléchir, peut-être qu'on ne va pas conclure ce soir. Mais le temps de transport, c'est considéré comme du temps de travail, puisque si vous avez un accident sur ce temps-là, le trajet, c'est un accident du travail. Sauf qu'on dit qu'il n'est pas rémunéré. Mais l'entreprise contribue à votre déplacement à hauteur de tant de pourcentage, on va dire 50% de votre type de transport, ou en vous payant du frais kilométrique éventuellement. Et bien pourquoi il ne serait pas considéré comme de la rémunération aussi? Parce que finalement l'entreprise a une responsabilité dans le fait de recruter un peu n'importe comment et de ne pas faciliter la vie des gens. Si c'est une rémunération, elle est donc imposable après. Oui, à la limite, moi je suis d'accord aussi pour dire on est à 35 heures, on passe à 32 heures de travail effectif et on a 3 heures dans la semaine qui sont du temps de transport, et ça ne change pas. La loi PLM, Paris, Lyon, Marseille, qui a donc modifié le mode de scrutin des maires de ces 3 grandes villes, vous semble-t-elle une bonne réforme du mode de scrutin? Oui, moi je l'ai soutenu. Parce que je soutiens tout ce qui est à la proportionnelle. Parce que c'est une meilleure représentativité finalement des forces politiques existantes. C'est quand même la France Insoumise, par exemple, en 2022, avec Jean-Luc Mélenchon, on fait plus de 30% des voix à Paris. 30,1%. On fait 17% aux européennes, le taux de participation est moindre, on passe de 80% à 56%, mais aucune existence dans aucun conseil d'arrondissement, ni au conseil de Paris. Et si on était sur le mode de scrutin éliminatoire et qui concentre la force qu'il y avait auparavant, eh bien, on aurait eu un groupe tout faible, on aurait pu se retrouver avec un groupe tout faible ou pas de représentation du tout. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est parfaite cette réforme, parce que par exemple le seuil est à 10% pour être au deuxième tour, mais le seuil est à 5% pour pouvoir fusionner. Donc à partir de 5%, en réalité, vous pouvez avoir des élus au Conseil de Paris si vous vous présentez. Donc c'est déjà plus représentatif,
Et je trouve que c'est plus engageant parce que cette campagne, elle commence à montrer, même si c'est vrai qu'elle ne fait que démarrer dans l'esprit des gens, mais elle montre un intérêt, une prise de conscience des enjeux de cette élection. Parce que c'est la première fois que vous tous et toutes pourrez voter directement pour le maire de Paris. Avant, vous ne votiez que pour votre maire et la liste de votre maire. C'est pas tout à fait. Alors, il y a une surpondération en fonction non, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que c'est toujours le conseil municipal, donc le conseil de Paris, qui votera pour le maire. Ce que je voulais dire, c'est que vous pourrez mettre un bulletin au nom du candidat ou de la candidate que vous souhaiteriez voir occuper le fauteuil de maire. Ma dernière question était, vous aimeriez bien répondre par plus d'un seul mot. Bon, du coup, celle-là, on va la laisser tomber. Je ne suis pas capable. Écoutez, je suis bavarde, je réponds longuement, voilà. Bon, l'échauffement est terminé. On va donc pouvoir passer au moment où vous pouvez nous élaborer sur les réponses. Selon les derniers sondages, à la fois ceux de la semaine dernière et ceux qui sont sortis aujourd'hui, le Harris Interactive, il se pourrait qu'il y ait une quinquangulaire avec le maintien de 5 candidats au second tour. D'abord, on apprend l'existence du mot quinquangulaire, et donc il est possible qu'il y ait 5 candidats et candidates qui dépassent le seuil des 10%. Le sondage Cluster 17 de la semaine dernière vous donnait 12%, Emmanuel Grégoire 33%, Pierre-Yves Bournazel 14%, Rachida Dati 26% et Sarah Knafo 10%. Ce ne sont que des sondages, c'est une indication. Reste que si la campagne n'est pas terminée, vous le disiez, elle commence à peine, si jamais au soir du premier tour, ces grandeurs à peu près étaient respectées. Vous disiez fin novembre dans le Parisien, il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris. Quelle serait votre position le soir du premier tour si ces grandeurs-là, d'ordre à peu près, étaient respectées? C'est-à-dire un candidat du centre à 14, une candidate de droite qui est en deuxième position, une candidate d'extrême droite qui pour la première fois à Paris passe ce seuil. Qu'est-ce que vous diriez à vos électeurs, vos électrices? Quelle serait votre position? On va faire de la politique fiction, moi je veux bien. Je vous rappelle, Zemmour, en 2022, à peu près en février, il était donné à 17%, il finit à 6%. Donc vraiment, on prenait les sondages pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien. Un montage organisé par des gens dans un bureau qui s'accordent à dire bien on fait ça, parce que c'est souvent comme ça. Disons que tu donnes une indication possible. Regardez non même pas, regardez les notices. Mais moi je les ai toujours pris comme ça, donc je vous dis franchement, c'est pas nouveau depuis, j'ai jamais fait attention aux sondages, j'ai jamais fait de politique en regardant les sondages, ça m'a jamais intéressé. Mais ce que je veux dire, c'est, moi je pars toujours de la réalité. Donc Emmanuel Grégoire, il est désigné candidat, je crois, en juin dernier, ou juillet, je ne sais plus exactement. Ce que je sais, c'est que sa première interview, c'est le 2 juillet, celle-là je l'ai bien notée. Il a dit ni au premier ni au deuxième tour avec LFI. Il a dit « je ne veux pas d'insoumis au Conseil de Paris ». D'accord? Est-ce que depuis, il a dit autre chose? Chaque semaine, dans chacune de ses interviews, il le redit. Donc, moi, je tiens compte de ce qu'il a dit. Moi, ce que j'ai dit, très clairement, j'ai dit « je suis en tête du premier tour, je tends la main à Emmanuel Grégoire et au PS ». Voilà. On en est là, et pour le moment, vous l'interrogerez s'il vient, ou d'accord, mais où il vous dira ni au premier, ni au deuxième tour, ni au premier, ni au deuxième tour. Ça lui a valu des écologistes qui ont quitté sa liste, qui refusent de figurer sur sa liste et qui ont rejoint la France Insoumise. Jérôme Glaise est là, conseiller de Paris, président de la commission des finances actuelle, et qui dit « moi je ne suis pas d'accord » avec cette stratégie qui consiste à effacer la force politique qu'est la France Insoumise à Paris, à les marginaliser et à les diaboliser, et à refuser finalement de gagner. Parce qu'une mairie, ça ne se gagne pas seul. C'est simple. Dans aucun endroit de France, une mairie se gagne seule, sauf ceux qui la gagnent au premier tour, mais c'est très exceptionnel. Hein. Mais ça ne se gagne pas seul. Donc là, il dit en gros, s'il veut être maire de Paris, Emmanuel Grégoire, et qu'il dit c'est pas avec l'AFI que je m'allie, la seule question que vous devez vous poser, parce que vous réfléchissez, c'est avec qui va-t-il s'allier pour gagner la mairie de Paris si c'est pas avec la France Insoumise? Et bien moi je vous dis, la seule réponse qui apparaît comme évidente, c'est avec Pierre-Yves Bournazel. Parce qu'il va reproduire au Conseil de Paris ce qu'ils font à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un soutien qu'ils apportent à la Macronie
au gouvernement Le Cornu auquel appartient Dati. Ils ont voté le projet de loi des finances, le projet de loi de la sécurité sociale, ils ont permis le passage du projet de loi des finances. Ils se retrouvent, les statistiques sont connues, mais sur un pourcentage de lois qu'ils votent ensemble qui est supérieur à ce qu'ils votent avec le reste du nouveau Front populaire. Voilà, c'est ça, les gens n'ont pas pris conscience que le PS a changé d'alliance. Il a changé d'alliance à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'en tenant ce type de propos, l'objectif d'Emmanuel Grégoire est justement de faire passer cette nouvelle alliance au Conseil de Paris. Voilà, je vous le dis très clairement. Le Conseil de Paris, vous nous le rappeliez tout à l'heure, va élire le ou la maire de Paris. Cela fait dire à beaucoup de gens qu'il y aura un troisième tour. C'est-à-dire, en réalité, un paysage au Conseil de Paris beaucoup plus éclaté, avec ces 5 candidats et candidates qui passent le deuxième tour. Le soutien, vous nous l'avez dit, est impossible s'il n'est pas réciproque. C'est mal barré, c'est quand même ce qu'on entend. Juste au Conseil de Paris, est-ce qu'il serait possible d'avoir des votes communs, ou ça aussi, ça vous semble, à ce stade, impossible? Ce que vous me demandez, c'est, d'abord, vous ne pouvez pas me dire, si je passe les 10%, je suis évidemment au deuxième tour. Alors là, pas question d'éliminer la France insoumise. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je dis. Donc on sera au Conseil de Paris. Le seuil, c'est 10% pour être c'est naturel. Et je dis si je passe les 10, mais je vous dis très franchement, je serai beaucoup plus haut. Parce que là, vous êtes en sous-estimation totale de ce qui se passe et que nous, on repère peut-être pas dans les mêmes endroits que ceux qui sont l'environnement social ou l'écosystème ici. Le match à la tête. Voilà. Mais on a une très forte présence là où il n'y a pas grand monde finalement. Et dans notre ville, 500 000 personnes vivent dans les quartiers populaires. 500 000 personnes. Mélenchon, quand il fait 30,1% en 2022, c'est un peu plus de 350 000 personnes. Voilà, je vous dis les ordres de grandeur qu'il faut atteindre. La seule chose, c'est comme vous nous le rappeliez, c'était pas le même scrutin, c'est une élection non, c'est pas le même présidentielle. scrutin, mais les chiffres d'inscription sur les listes électorales sont intéressants, ceux qui nous remontent, notamment arrondissement du 11e, il y a une forte poussée. Je vous dis, il y a un intérêt pour cette élection qui passe en dessous des radars pour le moment. Nous, on le voit beaucoup au fait qu'on n'a pas de rejet. Les gens ne nous disent pas « je ne vote pas ». Ça ne m'intéresse pas, je ne voterai pas. On a eu ça aux européennes, par exemple. Aux européennes, les gens disent oh, « ça ne me regarde pas, c'est bon, c'est là-bas, je m'en fiche. Une européenne, j'y crois plus et tout ça. » Sur les municipales, on n'a pas ça comme retour sur le terrain. Mais ce que je vous dis très clairement, c'est au Conseil de Paris, comment on vote sur des délibérations, parce que au Conseil de Paris, ce sont des délibérations. Nous, on fait ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, quand il y a un projet de loi ou une mesure qui nous convient, on la vote. La seule règle qu'on a, c'est ne jamais rien voter de l'extrême droite. Mais sinon, on vote. Et il nous est déjà arrivé de voter des amendements de la droite dite républicaine qui a tendance à s'extrême droitiser aussi, mais on combat aussi. Enfin, quand on n'est pas d'accord, on ne va pas se soumettre. Il ne peut pas en être question. Si vous n'êtes pas d'accord, la mission qui vous est donnée quand vous êtes élu, le mandat qui vous est donné, c'est celui de porter la voix des gens, pas de trouver un compromis au détriment des gens. Il y a des oppositions qui sont indispensables. Si nous, on renonce à s'opposer quand il faut s'opposer, mais qui va le faire? On a réussi à empêcher des catastrophes de cette façon-là. Il ne faut pas toujours penser que la politique, ce n'est pas un milieu où on négocie dans un couloir autour d'un déjeuner. La dernière fois, j'ai lu dans la presse que Olivier Faure et Boris Vallaud avaient négocié avec Le Cornu comment faire avaler la pilule de je ne sais plus quelle mesure bien dégueulasse dans le projet de loi de sécurité sociale. Il a été question d'un dîner à Matignon. C'est ça, hein. Vous imaginez, nous on se fait traiter d'extrême gauche par Nunes parce qu'on a refusé d'aller à leurs invitations. Il fallait qu'ils nous disent que c'était des convocations, monsieur le policier. On serait peut-être venu à la convocation, mais aller à vos dîners et à vos petites sauteries pour négocier avec vous comment on va se moquer des gens et comment on va les trahir, non merci. C'est la position de la France insoumise. Vous êtes d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne votez pas pour nous. Mais si vous pensez qu'on est arrivé au point où il vaut mieux voter pour des gens qui au moins disent les choses, tiennent le coup. Moi, quand j'arrive avec mon programme, que j'ai dans mon sac, que j'ai pas sorti, mais quand j'arrive avec mon programme, c'est un contrat que je vous propose. Je vous dis, moi je me fais élire sur ce programme, donc je vais défendre et respecter ce programme. Le programme du nouveau Front populaire, ils se sont fait élire sur ce programme-là, pas sur un autre. Le dénoncer, c'est pas les insulter, c'est dire, mais en fait c'est scandaleux, les gens en ont marre de se faire avoir.
On gagne les élections en juillet 2024, il nous impose un gouvernement d'imposteurs. Ce gouvernement d'imposteurs est maintenu en place par la trahison du Parti Socialiste, qui a changé d'alliance. Point final. C'est aussi court que ça, l'histoire. Oui, alors je reviens juste au Conseil de Paris, si vous permettez, puisque... Il va se passer la même chose. C'est hélas le chemin que je me dois de suivre ce soir. Effectivement, le nouveau Front populaire est la première force politique qui ressort de ces législatives. Ce n'est pas un parti, et donc à ce titre, il y a eu les tractations que notre pays a connues, et effectivement un gouvernement qui était minoritaire. C'est ce que vous nous rappelez à l'instant. Mais dans le contrat que vous proposez aux Parisiens, on y vient. Il y a 10 plans pour Paris. Et parmi ces plans, il y a l'accessibilité universelle, la baisse des loyers, l'éducation communale. Il n'y a juste pas de plan pour le moment dédié intégralement à la bifurcation écologique. Pourtant, c'est le 5e axe de votre programme, qui est donc proposé dans un livre. C'est pas un axe, mais c'est un axe, mais c'est pas un plan. Juste quel est le degré d'importance d'une certaine manière de la politique de bifurcation climatique dans votre programme? Alors, il y a plus de 10 plans en réalité, et on est en train de les sortir au fur et à mesure, on les publie au fur et à mesure. Donc il y a bien évidemment un plan pour la bifurcation écologique, puisque c'est ce que nous défendons à Paris. On l'a appelé écologie populaire dans le livre, mais en réalité il va s'appeler plan pour la bifurcation écologique et pour l'adaptation au changement climatique, parce qu'il y a l'urgence qui est l'adaptation au changement climatique et la bifurcation écologique derrière. Donc bien sûr qu'il y a un plan là-dessus. C'est chez nous, vous allez pouvoir juger les programmes aux finances, combien on met dans le budget. Et vous verrez que sur la bifurcation écologique, on sort de notre chiffrage lundi prochain. Vous verrez l'importance qu'on y accorde. Je peux vous la dire. Oui, petite review. Aujourd'hui, le niveau d'investissement de la ville de Paris est de 1,7 milliard d'euros. Une bonne part va dans des enjeux écologiques, etc. Nous, on veut monter de 800 millions l'investissement de la ville de Paris. Pourquoi ? Parce que ces 800 millions vont aller dans la rénovation thermique et vont aller dans tout ce qui va être, à partir du moment où on fait un moratoire sur les bureaux, moratoire sur l'installation et la construction de bureaux. Il y a ce qu'il faut à Paris largement, d'ailleurs on va en réquisitionner pour en faire des logements, parce que ça suffit. Et donc moratoire, on ne veut plus artificialiser les sols, on ne veut plus bétoniser la ville. On ne dit pas ça parce qu'on est sectaire, dogmatique ou mangeur de graines. On dit ça pour une raison très simple. C'est que si vous voulez faire face au changement climatique, il faut de la nature. Et toutes les études montrent très clairement, et quand je dis toutes les études, c'est officiel de la ville de Paris elle-même, disent que là où vous avez un parc, vous pouvez gagner jusqu'à 8 degrés de température quand il fait très chaud. Donc on a tous les îlots de chaleur de la ville de Paris sont cartographiés. On sait exactement où les gens souffrent le plus des pics de chaleur. Donc on sait à peu près où il faut installer de la nature, parce que évidemment c'est là où il y en a le moins qu'il y a plus de chaleur. Donc il va falloir installer de la nature dans notre ville. Donc il faut investir là-dedans. Moi je veux le faire sous la forme de concertation avec les maisons de quartier qu'on veut créer, et les conseils de quartier, et avec le CESE parisien, parce que je me dis, la meilleure façon d'aller vite, c'est de discuter bien avant. Parce que si vous ne le faites pas avant, vous allez ensuite avoir tous les recours derrière, administratifs, judiciaires, qui font que vous perdrez du temps. C'est ce qui s'est passé sur un certain nombre de projets, notamment l'aménagement du boulevard Richard Lenoir que Hidalgo voulait transformer en Ramblas. Ça fait 3 ans que les collectifs d'habitants, commerçants, tout le monde est mobilisé pour empêcher ça. Ils font recours sur recours, etc. Donc autant prendre le temps de la concertation, de la discussion au démarrage, du compromis aussi, mais aussi de la pédagogie et de l'explication. Si je vous installe un parc à cet endroit-là, je vous assure, vous allez mieux vivre. Par contre, je comprends qu'il y ait des problèmes de stationnement, je peux comprendre que ça. On trouve des solutions pour tous ces enjeux. Vous nous dites à l'instant augmenter significativement l'enveloppe dédiée à la bifurcation, comme vous dites. Reste que ça coûte très cher, et que dans son dernier rapport publié fin septembre, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France indique que l'encours de la dette de la ville de Paris s'élève à 9,3 milliards d'euros. Elle enjoint la ville de Paris à financer ses investissements autrement que par un nouveau recours à l'emprunt.
Comment dégagez-vous ces masses Eh financières? ben, c'est très simple ce qu'elle dit, la Cour des comptes, qu'il ne faut pas toujours suivre. Des fois, c'est très intéressant ce qu'ils disent, et puis parfois, ils ont une tendance, depuis un certain nombre d'années, à être très austéritaires, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'austérité budgétaire. L'austérité budgétaire, c'est moins de services publics. Ne traduisez pas autrement le terme d'austérité budgétaire. C'est moins de services publics et moins d'investissements publics là où il y en a besoin. C'est comme ça qu'on perd un temps fou sur la rénovation thermique, c'est comme ça qu'on perd un temps fou sur la transformation écologique indispensable, et c'est comme ça qu'à ce rythme-là, en 2040, on y sera encore. À ce rythme-là, en 2040, on n'aura résolu nul le problème de la pollution à Paris, qui risque d'augmenter, de la consommation énergétique. On n'est pas du tout sur la trajectoire de décarbonation qu'on s'était fixée. Il y a plus de 10 ans maintenant, on est en retard sur le traitement des déchets. J'aimerais bien qu'on en parle parce que je suis sûre qu'il y a des startups qui pensent à ces questions de recyclage et de traitement des déchets. On va en parler, mais pour ça, on est dans Madame une la ville. députée, je suis obligé de vous reposer la question pour essayer que vous y répondiez. Ben, je termine un juste. petit peu plus brièvement, si vous le voulez bien, parce que je voudrais laisser du temps. Oui, mais je voudrais juste terminer pour vous dire que quand une ville comme Paris ne respecte pas la loi sur le recyclage et sur les déchets, et qu'elle prévoit de construire un incinérateur à Vitry qui fait qu'on continue dans la politique d'incinération, alors qu'il faut en sortir, qu'il faut penser à un plan zéro déchet, qu'il faut penser à un plan recyclage, qu'il faut penser au reconditionnement d'un certain nombre d'appareils électroniques, numériques, etc. C'est ça prévoir l'avenir. Donc ça mérite des investissements. Et moi je vous dis pourquoi je me distingue des autres là-dessus sur l'écologie, parce que je mets l'argent en face. Et vous d'où me vient-il? dites, d'où vient-il? Comment on finance? Eh bien on finance soit avec de l'impôt, soit avec de l'autofinancement, soit de l'emprunt. Et moi je ne suis pas contre l'emprunt. Je ne vois pas pourquoi on arrêterait d'emprunter quand on prépare l'avenir. On n'a pas fait Paris, et le baron Haussmann n'a pas fait Paris sans emprunt. Et pourtant, 2 siècles après, on en profite encore. Là, on est en train de parler d'aménager la ville face au changement climatique, de prévoir la bifurcation écologique, de sauver des vies très concrètement. Les gens qui meurent de la canicule, les gens qui meurent de chaleur, etc. On est en train de prévoir ça, et vous me dites, ça ne vaut pas la peine de le faire, mais vous voulez laisser quoi? Dans 25 ans, c'est une génération. La question, c'est comment vous le financez, hein. C'est pas... vous ne voulez mais pas le faire. je réagis à ce discours qui est mais vraiment mortifère, qu'on entend partout, qui est attention la dette. La dette, elle doit être maîtrisée, on ne doit pas investir l'argent dans des projets inutiles, on ne doit pas faire n'importe quoi avec l'argent public, mais aujourd'hui, quand on investit dans la transformation écologique, quand on investit dans le plan vélo, par exemple, quand on investit pour transformer la ville, pour l'adapter et pour permettre que la vie humaine puisse continuer d'avoir lieu, on ne fait pas du gaspillage d'argent. Restons sur la question de l'adaptation, elle est fondamentale à Paris. Il y a un besoin vital de rénovation énergétique des bâtiments parisiens, et encore plus dans le Grand Paris. Hein. À Paris, il y a 43% des bâtiments qui sont des passoires thermiques. Alors que les plans nationaux de soutien à la rénovation sont pour le moment à l'arrêt, et on ne sait pas trop quand ils vont reprendre, est-ce qu'il y a un plan d'action là aussi spécifique de la ville de Paris? Est-ce qu'il y a des moments et des soutiens que vous pourriez mettre en place pour faire en sorte justement d'adapter la ville de Paris à ces nouvelles situations climatiques? La rénovation thermique, elle est urgentissime évidemment, et on n'est pas du tout au bon rythme pour ce qui est du parc social par exemple, et alors que la mairie a vraiment la main dessus. Donc nous, on propose d'abord pour les gens qui vivent dans le parc social de geler les loyers et les charges, et ensuite de les baisser pour les adapter aussi aux situations. Vous savez, une famille qui divorce, d'abord elle a 2 salaires, elle est dans un logement social, et quand elle n'a plus qu'un salaire, le loyer ne baisse pas. Or, il n'est plus adapté à la famille monoparentale. Donc, et on a des retraités qui, quand ils travaillent, gagnent 1500, à la retraite, ils ne sont plus qu'à 800, ils ont un loyer à 800, ils sont à 100% de leurs revenus consacrés à leur loyer. Il faut que Paris Habitat adapte le loyer. Donc nous, on veut baisser les loyers et baisser les charges, parce que dans le parc social, les charges, ça peut être le double du loyer. Vous pouvez avoir, grâce aux APL, seulement 250 € de loyer, mais vous avez 250 € de charge en face. Et en plus, vous n'avez même pas le service des ascenseurs qui fonctionne. Enfin, je vous passe les détails, mais il faut aller faire un tour pour voir comment sont traités les gens dans le parc social. Et la rénovation thermique, là-dedans, elle est urgentissime. Nous, on propose de faire un audit, parce qu'on a beaucoup d'immeubles qui ont été complètement laissés à l'abandon pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, en attendant leur programmation de rénovation thermique. Donc on propose un audit là-dessus pour voir comment on peut accélérer les choses dans le parc social. Pour ce qui est du privé, pour faire vite, je vois votre impatience, mais moi j'habite en perso. Non, mais c'est pour donner la parole au public. Mais dans le privé, on va créer
ce qu'on appelle la régie publique de gestion locative, qui a fait beaucoup rire les mecs du MEDEF. Oh, mais c'est pas votre job. Bah si, ça va l'être, tu vas voir. Parce que l'idée de cette régie publique de gestion locative, c'est de conventionner des appartements, des biens privés, donc finalement de les faire rentrer dans le public en les conventionnant, en échange de quoi on dit aux propriétaires, on s'occupe de votre rénovation thermique. C'est plus vous qui vous en occupez, ça prend la tête, il faut aller chercher les subventions à l'UE, il faut aller chercher les subventions de l'État, etc. On vous aide à la rénovation thermique. Vous nous confiez sur 3, 6, 9 ou 12 ans votre bien, en fonction de la durée, en fonction du loyer, de la modération du loyer, on peut vous prendre en charge entre 25 à 100% de la rénovation thermique. Et si on vous le rend dans 12 ans, on vous le rend en très bon état et vous avez perçu des loyers modérés, encadrés, mais au moins on a remis du logement conventionné sur le marché. Et comme l'objectif à Paris c'est de baisser les loyers et non pas de les maintenir en rythme, le but, je vais parler un peu grossièrement, mais le but c'est de débloquer le marché en provoquant une baisse des loyers, c'est-à-dire qu'on cherche à faire arriver des biens sur le marché. C'est pour ça que concomitamment à tout ça, on attaque sur l'encadrement des loyers pour faire respecter l'encadrement des loyers. On attaque le Airbnb illégal. On va aussi attaquer et plaider pour interdire finalement autant que possible le Airbnb à Paris en réduisant de 90 à 30 jours par exemple la durée de location. Il faut qu'on mène toutes les batailles nécessaires, la réquisition, la transformation des bureaux en logements, etc., pour réussir à remettre tellement de biens sur le marché privé, pour faire baisser les loyers, et puis qu'on décorrèle les prix du public du privé. Parce que le privé ne doit pas être la norme ou la référence pour fixer les loyers dans notre ville. Vous parliez à l'instant de limiter ou de baisser le temps de location des Airbnb, ça va nous permettre de parler un peu de tourisme. Paris est la première destination touristique mondiale, ça représente une part non négligeable de nos revenus, mais ça a un impact climatique colossal, puisque énormément de touristes viennent par avion, ce qui est leur premier, souvent, portefeuille de dépenses carbonées. Est-ce que vous avez là aussi un plan ou une ambition pour essayer de réduire le bilan carbone de nos visites, où là on arrive peut-être un peu à la limite d'un éventuel plan de décarbonation, qui est que si les gens veulent venir nous voir, on n'a peut-être pas intérêt ni envie de leur interdire. La difficulté, d'abord, ça ne relève pas des compétences de la ville de Paris de décider demain de faire moins d'avions, etc. On est bien d'accord. Dégoûter les touristes de Paris, je pense que là, ils s'en sont assez chargés. Moi, j'ai beaucoup de retours, je suis à la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup de retours d'ambassadeurs qui me disent on a des problèmes de sécurité, les gens sont déçus de leur séjour à Paris, et finalement, on traite aujourd'hui le touriste étranger comme quelqu'un qui doit venir à Paris pour aller dépenser dans des magasins de luxe un maximum de pognon. C'est comme ça qu'ils sont traités. On construit des parcours pour de la dépense dans des magasins de luxe. Je vais vous donner un exemple qui peut être intéressant d'autre chose que l'on pourrait faire, et la ville de Paris a intérêt à le construire, parce qu'une des façons de réduire aussi l'impact écologique, c'est la durée du temps de séjour. Quand vous avez du voyage d'affaires qui vient pour 2-3 jours et qui a utilisé 2 avions pour faire le tour du monde, pour venir pour ça, c'est moins bien que des gens qui viennent pour 2-3 semaines. Vous savez, l'impact est ramené à la journée et moins fort. L'idée, c'est de jouer sur la durée du séjour. Et pour nous, c'est plus intéressant d'avoir des durées de séjour plus longues. Donc, essayer de construire des parcours touristiques qui sont plus, d'abord, culturels. Ça peut être autour de la nourriture, de la cuisine. Je sais que Séoul l'a fait pour redynamiser tout un quartier populaire où ils se sont dit, mais la marque de fabrique de ce quartier populaire, ce sont ces cuisines qui viennent de toute la Corée du Sud. Et ils ont construit un parcours food à Séoul, qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez à Séoul, allez là-bas, vous allez vous régaler, vous allez apprendre de l'histoire du quartier, tout en découvrant des cuisines, et ça vaut vraiment la peine. Et Paris, on a cette richesse aussi. Vous venez chez nous, dans l'Est parisien, je dis chez nous parce que moi je suis de 11e, 20e, mais vous venez dans le 18e, 19e, vous avez tout ça. Donc la ville, elle a intérêt à impulser un tourisme plus culturel, plus lent, plus tourné autour de la production et de l'économie locale, et moins au service des grandes malles et de l'industrie du luxe, qui de toute façon aujourd'hui, en fait, efface presque ce qui est Paris derrière. Et les gens, ils ne viennent pas pour s'acheter un sac ou faire la queue, c'est pas ça leur objectif. Ils le font, il y a toujours des gens qui le font, mais il y a tellement d'autres choses à offrir, et donc
par rapport au tourisme. Après, pour ce qui est de l'impact écologique du transport aérien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'avais commencé à travailler sur un rapport à l'Assemblée nationale sur ces enjeux-là de transport aérien. Il y a énormément de choses à faire. La réduction des vols, de toute façon, à un moment donné, on arrive à saturation. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut un tourisme de masse ou est-ce qu'on veut un tourisme qui soit moins massif, plus régulé, plus contrôlé? Et là, on n'est pas encore prêt à se poser la question parce qu'on a tout un système économique et la ville de Paris est très dépendante du tourisme de masse. Et comment on travaille à la transformation de cette consommation touristique à un autre tourisme que la France a déjà connu pour ceux qui ont le souvenir. Nous, on était les inventeurs du tourisme lent. Les Français, c'était notre truc dans les années 70, 80. Après, on s'est fait racheter par les Allemands et toutes les grandes agences qui organisaient des tours. Les tours, le principe c'était de rester 3 semaines, pas de faire... alors maintenant ils font des tours Berlin, Rome, Paris, Madrid en 3 jours. Mais c'était de faire un tour, une présence réelle. Bon, il y a plein de choses qu'on peut penser autour du tourisme, c'est un sujet passionnant, mais c'est aussi un sujet qui mériterait une bifurcation, comme l'écologie en réalité, pour sortir du tourisme de masse. On a parlé brièvement, et on va continuer avec le public à parler de votre projet. Ma dernière question, elle porte non pas sur ce que vous avez prévu, mais sur l'inconnu ou l'improbable. Qu'est-ce qui, en tant que maire de Paris, vous travaillerait le plus? C'est quoi le signe noir auquel vous êtes amené à penser? Est-ce que c'est la crue centenaire de la Seine, un épisode de canicule de plus d'1 mois, l'apparition d'un autre virus, l'OM champion de France? Enfin, qu'est-ce qui serait vraiment l'événement à l'horizon? J'ai, en vous posant cette question, en tête ce documentaire Édouard, mon pote de droite, où le réalisateur pose la question à Édouard Philippe, et avant l'apparition du coronavirus, il dit « Je sais pas, mais il y a des trucs qui me travaillent. Par exemple, s'il y a un virus qui arrive, on ne sait pas. Aussi, d'un coup, c'est le retour de la guerre. » Bref, vous, quel serait l'événement inconnu qui vous monopoliserait le plus l'attention et vous empêcherait de dormir? J'ai envie de dire, si on n'est pas capable en tant que responsable politique de prévoir tout cela, alors que c'est prévisible, c'est pas tombé du ciel la pandémie. Non, mais le signe noir, c'est un événement statistiquement peu probable. Mais... Non, en politique, on joue pas avec la vie des gens comme ça. Je suis désolée, la responsabilité politique, il n'y a pas d'excuse. La responsabilité politique, on sait qu'on a des risques de pandémie depuis très longtemps. On faisait des stocks de masques à une époque, on faisait des stocks de vaccins, on avait des plans d'application. Christophe Prudhomme est médecin urgentiste, il est syndicaliste aussi. Il va vous dire, il y a 20 ans, 30 ans, on savait faire, on apprenait à faire et à gérer ce genre de choses. Donc la pandémie nous tombe du ciel, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être prêt à l'affronter, alors qu'on est capable de planifier 1000 et une choses. Si la crue, c'est pas quelque chose qu'on n'est pas capable d'anticiper. Moi, je vous donnais que des pistes. Hein. L'idée, c'était au contraire, qu'est-ce qui pourrait être là dans l'horizon incertain. Je sais que moi, si je suis en responsabilité, ma terreur absolue, c'est, honnêtement, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, qu'un enfant, une personne âgée meurt entre les mains d'agents du service public. J'aime pas ça. Je supporte pas ça. Ça me rend... Moi, depuis la mort de cet enfant au mois d'août, un enfant est mort noyé, c'était un enfant autiste. Sa maman l'avait confié à un centre de loisirs dans le 13e arrondissement. Il a été emmené sur une base de loisirs et il n'est jamais rentré. J'ai rencontré le directeur du centre de loisirs. C'est un événement tellement traumatique dans sa vie que sa famille n'a plus de sang. Enfin, il était vraiment traumatisé. Moi, c'est quelque chose qui je me dis, mais ça, c'est trop dur, quoi. Et ce qui rend le plus malade, c'est que dans l'enquête qui est faite ensuite, c'est de découvrir les raisons, enfin, tout ce qui amène à cet accident, à cette mort. Et là, ça me rend folle. Moi, c'est pour ça que l'éducation communale, dans mon plan, c'était la priorité des priorités. Mais je pourrais parler des EHPAD, où aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, il y a les EHPAD, c'est pas terminé. Il y a toujours de la maltraitance dans les EHPAD. Il y a toujours des problèmes dans les EHPAD. Dans les crèches parisiennes aussi. Je veux dire, là, on a tous les scandales du périscolaire, mais le système tel qu'il est organisé aujourd'hui fait que à tout moment, on peut avoir de nouveau un scandale. Et à tout moment, vous aurez des responsables politiques qui diront « c'est pas moi, c'est l'animateur, c'est l'animatrice, c'est l'éducatrice, c'est l'assistante. C'est pas moi. Je supporte pas ça. » Donc, ma hantise, mon cauchemar, ce serait ça. Et ma réaction à ça. C'est-à-dire, parce que
le risque zéro n'existe pas naturellement, mais à ce moment-là, c'est la réaction qu'on a derrière. Déjà, on met en place tout un système pour empêcher cela, pour réduire le risque au strict minimum. Et si un tel drame arrive, comment on réagit à ce drame-là? Et bien là, vous regardez la réaction. Moi, je vais poser la question à savoir, est-ce que cette base de loisirs, dont tout le monde sait, parce que les animateurs nous racontaient, parce que j'ai beaucoup discuté avec eux, ils m'ont dit c'est le 3e accident en 3 ans, au l'endroit où l'enfant est mort. Il y a 2 ans, on en a repêché 2 dans les mêmes conditions. Donc c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faudra qu'on en parle à la région Île-de-France parce qu'elle est financée par ça. Enfin bref, voilà, c'est ça mon cauchemar. Je ne suis pas ce soir le seul à vous poser des questions. La communauté des entrepreneurs de la Climate House en a également. Ils et elles s'apprêtent à nous rejoindre et c'est d'ailleurs Caroline Renoux, la cofondatrice de la Climate House, qui va vous les présenter. Je vous trouve un micro tout de suite. Tenez, prenez-le. Merci. Et on retrouve Merci Sophia Chikirou. Effectivement, à la Climate House, on est extrêmement engagé, on est en questionnement en permanence pour favoriser cette transition écologique et sociétale qui n'est pas simple. Donc on échange beaucoup. J'ai 2 personnes que j'aimerais faire venir ici. On a réfléchi à des questions. Inès Dautefeuille, Sébastien Delponge, si vous pouvez venir. là, juste à côté, là où vous avez de la place. Hop. Je pense pas. J'étais à l'étranger pendant longtemps. Il y a bien de l'amitié après, si vous voulez. Je veux y aller. Bah, Inès, je t'invite à poser la première question. Ça marche. Donc ma question, dans la continuité des politiques menées à Paris pour réduire la pollution, notamment sous la mandature d'Anne Hidalgo, la qualité de l'air s'est améliorée dans le centre-ville, mais cette politique a aussi eu pour effet d'aggraver la pollution en périphérie. Autour du périphérique et au-delà, les niveaux sont aujourd'hui presque 2 fois plus élevés qu'au cœur de Paris, ce qui pose un problème environnemental et sanitaire majeur. Est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité de cette politique de réduction de la pollution qui produit des bénéfices écologiques au centre, mais génère des tensions sociales liées aux coûts et aux contraintes de mobilité, et qui semble penser davantage pour les résidents parisiens que pour les Parisiens au sens large, c'est-à-dire aussi les classes populaires qui vivent hors de Paris mais qui travaillent dans la capitale. Donc, face à cette contradiction, que conservez-vous de ces politiques? Que feriez-vous évoluer? Et comment, du coup, articulez-vous ambition écologique et justice sociale? Ça a été le point de départ de notre réflexion sur l'écologie populaire. Parce qu'on ne peut pas dire que ces dernières années, à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen et ici, on n'ait pas entendu « Ah, mais votre écologie, c'est de l'écologie punitive ». Et alors qu'il y a des mouvements organisés dans les quartiers qui sont des mouvements d'écologie populaire et qui revendiquent cela. Donc nous, ça a été le point de départ dans le programme. On s'est dit, mais finalement, comment on agit vite pour compenser ce qui est vécu comme une maltraitance finalement écologique, sanitaire, parce que la vraie conséquence pour les gens qui vivent dans les quartiers en périphérie et qui ne sont pas du tout bénéficiaires de tout ça, c'est les conséquences sanitaires qu'ils connaissent. Vous savez, il y a 6 000 enfants, 6-7 000 enfants qui sont diagnostiqués chaque année de l'asthme, etc. Vous connaissez les chiffres, ils sont vraiment flippants. Et donc, on est parti de là et on s'est dit comment on agit vite. Eh bien, le sujet, c'est à la fois d'intervenir sur les périphéries, mais il y a les murs anti-bruit, parce qu'il y a la pollution sonore qu'on veut installer. Et pour ce qui est de la pollution atmosphérique, on a regardé des dispositifs de filtrage, par exemple, pour les fenêtres, les HLM, les bâtiments publics. C'est pas suffisant, c'est juste de l'adaptation d'urgence. Mais par exemple, les causes de la pollution. L'incinérateur d'Ivry, on le sait, pollue l'atmosphère. Et les résidents qui se trouvent dans le sud de Paris et Ivry sont les premiers contaminés avec des taux d'incidence de cancer qui sont assez élevés, plus élevés qu'ailleurs. Donc nous, on vous dit, on doit sortir du tout incinération, par exemple. Et surtout pas de nouvel incinérateur là-dessus. C'est des décisions qu'on a prises dans le programme. Ensuite, c'est de dire comment on fait pour aller vers la fin du thermique. Donc, je vous l'ai dit, les premières actions qu'on veut mener, c'est interdire le diesel pour les bus, puis aller vers, sur la partie des 75% de voies qu'on maîtrise, de la réduction considérable sur l'année
Mais ça, ce sera pour les résidents parisiens. Non, bah, ils sont à Paris quand même, les gens qui vivent en périphérie. Moi, je vis en périphérie, je suis pas au centre. Mais le problème de pollution, c'est déporté justement un oui, petit peu au-delà. Et c'est le problème, c'est qu'il y a une déportation, je suis complètement d'accord. Et c'est peut-être une non-coordination avec la région Île-de-France aussi. Déjà, voilà, c'est ce que j'allais compléter sur le plan de circulation. On a regardé avec notre équipe et on s'est dit, mais le dernier grand plan de circulation qui a concerné Paris et sa banlieue, c'était dans les années 70, grand plan. En 2007, le dernier plan de circulation parisien intramuros, c'est 2007. Depuis, il n'y a pas eu de plan de circulation. Une des premières choses qu'on va faire, nous, c'est poser la question du plan de circulation, parce qu'en effet, vous avez un renvoi sur les voies, mais je vais vous prendre le boulevard Beaumarchais, peut-être que vous connaissez la lutte des habitants du boulevard Beaumarchais, que je suis allée voir. Ils m'expliquent, ils me disent, c'est bien beau tout ça, sauf qu'on libère des zones. Plus loin, là-bas, boulevard Henri IV, ils sont contents, mais nous, on récupère tout. Et les rues adjacentes qui étaient censées être épargnées, finalement, elles récupèrent aussi. Et la réponse qu'on leur dit, s'il y a des perdants, il y a des gagnants dans toutes les politiques. Ça, c'est pas possible. Donc le plan de circulation doit permettre d'améliorer ça. Mais à terme, honnêtement, on ne va pas supprimer la voiture à Paris à 100%. On aura toujours besoin de voitures à Paris. Pour diverses raisons, les gens en ont besoin. Ce qu'on veut faire, c'est accélérer l'électrification de la voiture. C'est ce qui permettra vraiment de réduire considérablement la pollution thermique. Et alors, on veut jouer, nous, sur beaucoup de choses qui sont les pics de pollution, on interdit le thermique. Sur les périphéries, les maréchaux, par exemple, tous les dimanches, on voudrait avoir à minima des tronçons de maréchaux, mais idéalement, on voudrait faire une grande piste cyclable des maréchaux tous les dimanches, avec de l'activité, un peu de fête, un peu des commerçants qui participeraient à tout ça, parce que l'idée, ce serait de rendre tout ça cyclable et de faire un grand plan de démocratisation du vélo. Parce que dans les quartiers populaires, l'utilisation du vélo n'est pas la même que dans certains quartiers du centre. Donc c'est de cette façon-là qu'on peut agir concrètement et radicalement, mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas moyen de faire ça. Sinon, moi, le thermique, si on me dit tu as le droit de signer, de faire voter une délibération qui interdit le thermique, je veux bien. Mais vous avez des millions de personnes, ou en tout cas des milliers de personnes, qui vont dire comment je travaille, comment je viens, comment je me déplace. Mais à terme, il faut réduire dans l'année le nombre de jours où il y a de la circulation thermique. Il faut s'attaquer à la pollution des incinérateurs. Elle n'est pas petite, cette pollution, elle est considérable. Et après, il y a d'autres pollutions dont sont victimes les classes populaires, enfin les habitants des quartiers populaires, plus que d'autres habitants. Ça va être les pollutions sonores et l'impact du bruit sur le sommeil et sur la santé. Aujourd'hui, je pense qu'on le mesure, on le sous-estime par rapport même à d'autres pollutions. Merci beaucoup, Sophia Chikirou. Sébastien, tu avais une question également. Alors, une question. L'entreprise, c'est le lieu de l'emploi de 75% des Parisiens, et qu'effectivement, toute bifurcation écologique devra inclure l'entreprise. Parce que certaines ont des impacts qu'il faut diminuer, d'autres ont des solutions à proposer. Et une question, pour compléter un propos que vous avez introductif, c'est comment faire travailler ensemble citoyens, services publics et entreprises de la bifurcation écologique. Parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui ont soupé d'être consultés, et puis après, la consultation, voilà. Et notamment, une question que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une place et comment d'un paritarisme municipal dans la gestion de cette bifurcation? Le CESE, vous demandez dans la rue ce que c'est que le Conseil économique et social, c'est un peu compliqué d'avoir des réponses un peu claires. Par contre, la Sécu, qui est gérée de façon paritaire, ça parle. Action Logement, pour accéder au logement social, qui est géré de façon paritaire, avec syndicats, patronat et collectivités dans ces sujets, ça parle. Donc pour vous, c'est quoi du faire ensemble, qui ne va pas juste des idées de brainstorm et puis après on en fait ce qu'on veut, à une vraie gestion ensemble de ces sujets? On s'est vraiment posé la question aussi, et dans le programme, ce qu'on s'est dit, c'est la bifurcation écologique, elle doit se porter de façon démocratique. Ça va avec, vous ne faites pas la bifurcation écologique contre les gens. Et nous, quand on a commencé à développer le concept de planification écologique avant de se le faire piquer par Elisabeth Borne, qui a été totalement inutile en la matière et qui n'a rien compris au terme, la planification écologique, nous, on l'a toujours envisagée en lien avec les pouvoirs publics, les entreprises et même l'éducation. Parce qu'il faut former des gens pour faire la bifurcation écologique, et donc on a besoin de toutes les filières du début à la fin. Mais moi, par exemple, quand je suis maire de Paris,
je m'octroie la gestion, le pilotage de la bifurcation écologique. Je dis c'est la maire qui s'occupe de la bifurcation écologique. Parce que c'est un pilotage où, dès le départ, la première année, elle consiste à élaborer des plans. Et j'ai dans le programme qui est là, et je voudrais vous en parler. Par exemple, quand on veut planifier, moi je dis il faut sortir de l'incinération, du tout incinération. Il faut qu'on respecte la loi qui est 50% de recyclage des déchets. Il faut qu'on arrive à faire même 0 déchet et qu'on arrive à faire 0 gaspillage alimentaire, par exemple. Donc il y a un sujet là-dessus il y a les services publics qui doivent intervenir, il y a un pilotage de planification locale et même régionale, donc de lien avec d'autres collectivités, d'autres communes alentours, des associations, etc., comme ça existe déjà dans le cadre de la loi AGEC. Mais comment on fait pour travailler intelligemment avec des entreprises qui nous apportent des solutions là-dessus? Moi je me suis dit, pourquoi le CESE? Parce que le CESE, il permet à tout le monde de se dire, voilà comment on travaille le plan 0 déchet, comment on va vers le plan 0 déchet, et ensuite comment on consulte et on fait participer les entreprises, les filières et les formations, parce qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre formée, par exemple au recyclage, à l'économie du reconditionnement aussi, à tout ce qui est reconditionnement. Donc on est obligé d'anticiper et de planifier tout ça. Ce sont des planifications qui peuvent être quinquennales, qui peuvent être sur 3 ans. Mais il faut planifier ça. Se dire, voilà, on monte en puissance en 3 ans là-dessus, sur le 0 déchet, 0 gaspillage. Mais on peut aussi parler, le plan, une des filières qu'on veut absolument développer à Paris, une économie qu'on veut développer, c'est celle du reconditionnement des appareils numériques et électroniques. C'est une folie, on a une ressource incroyable dans toutes les maisons, les appartements, les tiroirs, qui est laissée là dormante. Il y a une collecte massive à organiser, il y a des ateliers à installer et de la main-d'œuvre à former, il y a de l'emploi à créer et il y a même en réalité une véritable industrie à mettre en place en Île-de-France. Moi j'ai travaillé sur ce sujet-là, j'étais membre de la Commission supérieure du numérique et des postes et j'ai réalisé tout un rapport en auditionnant mais vraiment des fabricants jusqu'au bout de la chaîne, et on a quelque chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, le reconditionné, si vous achetez du reconditionné, il vient de Roumanie ou des États-Unis ou de Chine. Il n'est pas reconditionné à Paris. Madame Chiquero, pardonnez-moi, sur la question du paritarisme, c'est-à-dire vraiment sur la question de la place de la co-planification, la co-gestion. Non, mais j'ai répondu, je vous dis, la gouvernance telle qu'on l'a pensée, nous, c'est au niveau du CESEP, voilà, qu'on se consulte, et puis il y a les conseils de quartier qui sont le niveau local de la consultation où on demande à ce que les conseils de quartier soient investis par les commerçants et les entreprises et avec des citoyens. Mais la gestion paritaire, en quoi je ne vois pas, là en l'occurrence sur la bifurcation écologique, comment vous l'imaginez entre patronat et salariés, mais que faites-vous des citoyens là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, par exemple, fait partie... on a besoin de former des gens. Comme demain, on veut faire de la paysannerie dans notre pays, il va falloir avoir des citoyens impliqués dans ces projets-là. Moi, je ne dis pas que le paritarisme, c'est pas bien. Je dis juste qu'on se pose la question de savoir comment on le réforme, le paritarisme. Parce qu'aujourd'hui, le paritarisme de la sécurité sociale, il se fait trop souvent sur le dos des représentants des salariés. Mais voilà. il pourrait justement être expérimenté à l'échelle municipale, une forme de réforme du paritaire avec des associations environnementales, avec effectivement une façon différente. Les citoyens sont les premiers intervenants dans la décision publique. C'est pas l'entreprise a une place en tant qu'entreprise, qu'acteur économique. Le travailleur a une place et le citoyen, ce que nous sommes tous, moi je compte lui donner la place centrale. Voilà, c'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, des fédérations d'entreprises qui sont écoutées, entendues, qui influencent les décisions politiques, on en a, mais en veux-tu, en voilà, on n'en peut même plus de l'influence d'un MEDEF, on n'en peut plus de l'influence d'une CPME, on n'en peut plus de l'influence des organisations patronales qui nous promettent chaque année qu'elles vont s'engager dans la transition écologique et qui sont les premières à vendre des amendements à des députés pour casser les normes environnementales. Non, ça... On veut tous ici. Non, pas vous, mais c'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'on va donner un pouvoir de blocage ou de décision à des entrepreneurs. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, et pourtant je suis chef d'entreprise aussi, mais on n'est pas des rois, on n'a pas une position supérieure au reste.
Donc oui pour la consultation dans le CESEP, dans les conseils de quartier, au plus proche, au plus local, mais le paritarisme qu'on cherche à réformer, contre lequel aujourd'hui on considère qu'il dysfonctionne. Il dysfonctionne à la CAF, il dysfonctionne à la sécurité sociale, le paritarisme aujourd'hui, on dit non, on veut fonctionner autrement. Une dernière question, Madame la députée, puis-je vous demander, autant que faire se peut, De faire court. d'une réponse brève, parce qu'après je voudrais laisser la parole au public. Alors c'est une question qui nous bouleverse et qu'on pose à tous les candidats qui nous font l'honneur de venir ici et qui nous a encore beaucoup questionné et on bidouille comme on peut l'hiver. Ce sont ces mineurs qui se retrouvent dans la rue, qui dorment la nuit dehors. En particulier en hiver, c'est assez terrible. On parle toujours de logement d'urgence. Ce sont en plus parfois des mineurs qui ne sont pas reconnus comme mineurs. Si vous étiez élu là en mars, qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer ça le plus vite possible? Il y a tout à faire qui n'est pas fait. Il y a un abandon des mineurs isolés. Il y a un abandon, mais abject, parce que ça relève du département. Vous le savez, c'est une compétence départementale. La ville est un département. Il y a tout à faire. Il y a par exemple refuser de leur faire passer des tests osseux. Il y a refuser on pourrait tout à fait dire, c'est ce qu'on dit dans le programme, nous, on est sur du déclaratif. C'est-à-dire, il se déclare mineur, il est en recours ou pas, c'est pas notre problème. Il y a tout à faire, mais on a 2 minutes. Non, mais attendez, vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus. Déjà, nous, pas de test osseux. Sur du déclaratif, on les intègre dans les dispositifs de l'ASE. On est aujourd'hui sur de l'hébergement d'urgence, mais aussi ensuite sur du placement en établissement, parce que souvent, les mineurs isolés, ce sont des mineurs, donc soit trouver des familles, mais vous savez qu'on ne trouve pas beaucoup de familles à Paris, il y a un gros problème de familles d'accueil à Paris en Ile-de-France, il y a un enjeu là-dessus aussi, où on réfléchit quel statut on donne aux familles d'accueil, mais bon, des établissements d'accueil, la scolarisation, l'accompagnement, etc. Mais c'est pas impossible de le faire, on n'est pas en train de parler de, je sais pas, il n'y a pas 60 000 mineurs isolés, hein. Il y en a 600 à peu près à Paris. C'est dans nos moyens de les accompagner, de les accueillir et de s'en occuper. C'est pas hors de nos moyens. Et de toute façon, ça fait, là, les 5 dernières années, ils ont mis 10 000 personnes à la rue, abandonnées à la rue en Ile-de-France. 10 000. Ça suffit. On ne peut pas continuer à avoir une politique de misère comme ça. Pardon ? 10 000 ou 600 ? Non, je parle des 10 000 personnes qui ont été mises à la rue. Il y a 600 mineurs isolés à Paris. D'accord, qui sont recensés par Utopia 56, etc. Donc on sait qu'on a 600 mineurs isolés. On sait que ce n'est pas insurmontable et ce n'est pas une difficulté de les accueillir et de les traiter. Le préalable que nous on pose, c'est en dessous de 25 ans, si vous êtes seul, vous êtes un mineur, enfin vous pouvez entrer dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et on crée un RSA jeune pour les enfants de l'ASE, entre 18 et 25 ans. Parce que quand ils sortent de l'ASE à 18 ans, ou même à 20 ans, 21 ans, qui ne sont plus dans le cadre du contrat qu'ils sont censés signer avec l'ASE, ils se retrouvent sans aucun revenu, ils n'ont pas le droit au RSA, et c'est là que vous savez que la majorité des gens à la rue sont des anciens de l'ASE. Je vous remercie, je pense que maintenant... On va élargir ce libre dialogue. Nous avons des questions dans la salle pour vous, Madame la députée. Autant que faire se peut, je vais vous demander d'avoir des questions. Pour une question-réponse, parce qu'on s'est dit que ce serait pas mal. N'hésitez pas à vous signaler, on a des micros pour vous. Pardon, est-ce qu'il y a monsieur là-bas qui voudrait poser une question? J'y vais? Bien sûr. Bonjour. Merci Madame Chicot, merci pour ces échanges. Je voudrais simplement exprimer un petit malaise par rapport à un cadrage qui a été donné sur certains échanges, le cadrage du matcha latte, du matcha noisette, comme si c'était quelque chose d'assez drôle. C'est pas drôle, c'est une gentrification. Ça veut dire que ça va t'expulser des classes populaires de ta ville. Et moi, je voudrais aussi poser une question. On a posé la question à la fin des mineurs isolés, mais en fait, il y a une question plus large qui est la question des personnes sans abri et des personnes migrantes dans Paris. Par exemple, vous vous baladez à Strasbourg-Saint-Denis, vous avez plein de travailleuses du sexe. Ces travailleuses du sexe sont, en général, des personnes sans papier. Or, il suffit de voir ce que ça fait quand un pouvoir switch à quelque chose de fasciste, comme aux États-Unis, où on va trouver des moyens pour les traquer, ces gens-là, d'accord? Pour aller les chercher, etc. La proposition du Rassemblement national avec les maisons closes, c'est pour exclure les travailleurs du sexe sans abri. Et donc, sans papier, pardon. Et donc ma question, c'est comment on peut se donner les moyens pour, au cas où, si 2027, le grand malheur arrive, on puisse protéger ces personnes migrantes dans Paris, qu'on puisse les sortir de la rue aussi,
Et je finirai par une anecdote, moi, je vous pose cette question-là, parce que samedi, je rentrais à 23h, il faisait, je sais pas, 5 degrés, il pleuvait. On a une pauvre dame qui rentre dans le métro, pieds nus. Elle a moitié du pied arraché, presque. Elle parle mi-espagnol, mi-français. Elle était maquillée comme, en fait, elle se prostituait, quoi. Et donc, comment on sort ces gens-là de ces situations-là qui sont la honte de cette ville, en fait, en réalité. Voilà. Il y a une double question, Madame la députée. Il y a à la fois ces populations les plus vulnérables, et aussi, est-ce que Paris peut être une ville sanctuaire en 2027, d'une certaine manière? C'est un peu un des plans qu'on a sortis, 2 plans. On a sorti un plan sur Paris, ville internationaliste, avec tout le soutien qu'on veut apporter au droit international. Dans ce plan de Paris, ville internationaliste, on a prévu un budget, on multiplie par 10 le budget international de la ville de Paris, qui passerait de 350 000 euros à 3,5 millions d'euros à 35 millions d'euros, parce qu'on veut subventionner, aider les organisations internationales du type, il y a l'UNICEF qui est déjà subventionné en partie, mais on veut faire aussi l'OMI, l'Office des migrations internationales, l'UNRWA, qui est menacé de disparition par Netanyahou qui l'attaque. On veut faire l'UNICEF et on veut faire le Haut Commissariat aux réfugiés, ainsi que d'autres organisations. Justement, sur l'idée m'est venue quand je suis allée à l'ONU, en discutant là-bas avec tous les représentants qui me disent, nous, on nous coupe les subventions, on nous coupe les aides, donc on va moins intervenir et moins agir. Et je leur dis, mais vous savez, Paris est une ville de migration. On a beaucoup de migrants qui sont à la rue, 10 000 personnes aujourd'hui, qui sont 6 000 en tout cas, qui sont laissées abandonnées complètement par les pouvoirs publics et aidées par les associations. Mais c'est aussi une voie de migration. Il y a des gens qui passent par Paris pour rejoindre d'autres endroits. La migration, ce n'est pas un sujet français ou parisien, c'est un sujet mondial. Les voies sont internationales. Il va falloir le prendre et l'inscrire dans un... Moi, c'est pour ça que je veux travailler avec l'organisation internationale qui est l'ONU sur cette question de la migration. Nous, on dit et on s'engage, là j'ai une audition, je crois demain, je ne sais plus quand, avec le Revers, vous savez, ce collectif d'associations justement qui propose un choc de solidarité de 110 millions d'euros pour en finir avec, on ne va pas éradiquer le sans-abrisme, on ne tient pas le discours de zéro sans-abri, c'est pas vrai, mais en tout cas éradiquer le sans-abrisme de ces personnes qu'on peut héberger, qu'on peut mettre à l'abri dans des hébergements d'urgence, dans des centres d'accueil. Donc, par exemple, on va créer un centre d'accueil très important de plus de 500 places. On va créer des transformations ensuite sur des périodes de plus longues d'hôtels en résidence sociale. On va créer enfin bref, tout le projet pour lutter contre le sans-abrisme, nous là, et on veut s'engager sur un choc de solidarité là-dessus, parce que je suis complètement d'accord avec vous, on ne peut pas supporter et accepter dans une ville aussi riche que la nôtre qu'on ait autant de gens qui sont dans la souffrance absolue et l'abandon des pouvoirs publics comme ça. Et pour faire de Paris une ville sanctuaire, oui, mais je vous dis très franchement, moi je suis de la France insoumise avec nos défauts et nos qualités, mais s'il y a une qualité qu'on a par rapport à d'autres, c'est qu'on est un peu des têtes dures quand même. Et quand on est face à des pouvoirs qu'on trouve injustes ou qui se comportent mal, et dans les dernières luttes qu'il y a eu contre le racisme et contre les violences policières et contre le démantèlement des camps de réfugiés, etc., on était souvent en première ligne, et pas qu'à Paris, je pense à tous mes collègues qui se battent un peu partout, la lutte contre le fascisme. Demain, je crois que la décision va être rendue pour le groupe de mon ami Raphaël Arnaud, dont le nom m'échappe à l'heure actuelle, mais c'est la Jeune Garde. La lutte antifasciste, on en est inspiré, on vient de ces milieux-là. Donc vous voulez lutter demain contre le fascisme, c'est pas avec des gens qui n'ont pas le courage même de défendre les migrants ou qui considèrent que les MNA ne méritent pas le dispositif de l'ASE parce qu'ils viennent d'Afrique, etc. Il faut vraiment considérer les actes des gens. Moi, c'est ça qui me met en colère. On sait très bien pourquoi les MNA ne sont pas pris dans le cadre de l'ASE. C'est par pur racisme. Moi, j'ai entendu le discours dire « Non, mais ce sera un appel d'air si on les prend et ça va attirer tous les autres qu'on a mis en région. Et là, comment on va faire pour les traiter ?» On va les traiter. S'il y en a pour 2, il y en a pour 3, il y en a pour 4. Et c'est pas comme si on était une ville pauvre.
On est une ville très riche. C'est vraiment une question de choix politique qu'il faut faire. Moi, je fais le choix de dire, le choc qu'on vous propose, avec la France insoumise à la mairie de Paris, c'est un changement radical. Oui, d'autres priorités. Je ne suis pas pro-business, moi je ne suis pas Emmanuel Grégoire ou Bournazel ou Dati à venir draguer les chefs d'entreprise du MEDEF ou autres en leur disant mais je suis pro-business, je vous faciliterai la vie, vous aurez su. C'est pas que je veux vous compliquer la vie, pas du tout. Mais quand je vous dis voilà, on a des plans, inscrivez-vous dans ces plans, répondez on peut faire de la commande publique pour des entreprises qui interviennent et qui aident à la bifurcation écologique, à de l'innovation sociale. Aujourd'hui, l'innovation sociale, elle est même plus financée. Personne ne finance de l'innovation sociale, alors que c'est quelque chose, c'est une des meilleures inventions qu'on ait eues. On a eu plein de progrès grâce à l'innovation sociale. Moi je dis, ok, on refinance de l'innovation sociale, parce qu'on en a besoin plus que jamais. Bon, c'est des choix budgétaires qui seront conséquents, je peux vous le dire. Vous avez en face de vous d'ailleurs beaucoup de gens qui travaillent à l'innovation sociale et qui ont... Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Je voudrais les prendre les deux en même temps, juste ici. Alors on va prendre vos 3 questions d'un coup, comme ça vous laissera le temps d'y répondre, parce que je voudrais pas que vous soyez en retard à l'anniversaire, quand même. On dit jusqu'à 22h en vrai, mais ouais, j'aimerais bien y aller à 21h. Oui, madame, je vous en prie. Alors, je suis cofondatrice de la Climate House. Je ne suis pas spécialement politisée, je ne vote pas toujours, mais je pense que les entrepreneurs ont énormément de leviers pour agir au niveau social et environnemental. Ça, c'est mes convictions. Et je suis aussi habitante du 8e, et j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez dit que, bah oui, je sais, dans le 8e, il y a beaucoup de racistes. Alors, je veux savoir ce que vous entendez par raciste, parce que je me suis sentie un peu agressée par ce que vous avez dit. Alors, juste avant que vous ne réagissiez, Madame la députée, on va prendre l'autre question, monsieur, je vous en prie. Et il y en a une également ici, c'est ça. Alors, vous avez parlé des violences policières. J'ai vu sur le programme du RN qui visait à renforcer la force de la police. Et moi, en tant que jeune, et quand je parle avec mes amis et la plupart des jeunes, on se sent moins en sécurité quand il y a la police. Est-ce que vous avez une ambition de réconcilier le pouvoir exécutif avec la jeunesse et plus globalement le gouvernement et la jeunesse? Au poste de maire. Pour le moment, il y a une police municipale et il y a effectivement un projet très précis. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Juste pour revenir sur le sujet de l'avion, même si effectivement c'est pas directement un sujet municipal, le rôle de la mairie de Paris étant tellement important politiquement en France qu'il peut avoir un enjeu fort là-dessus. Et sachant que les 1% les plus fortunés de l'Union européenne émettent en moyenne 22 tonnes d'avions par an, donc c'est absolument colossal. Vous avez parlé des touristes qui arrivent à Paris, mais il y a aussi tous les Parisiens qui prennent eux-mêmes l'avion. Voilà. Un des problèmes est que le prix de l'avion est très peu cher par rapport à d'autres alternatives. Est-ce que vous souteneriez une hausse des prix des billets d'avion pour réduire l'impact carbone du trafic? Parce que quand la concurrence, libre et non faussée, fait que la compagnie française Air France, on devrait soutenir, qui a renouvelé sa flotte d'avions, qui aujourd'hui a des avions plus neufs, donc moins polluants que ceux qui circulent dans d'autres flottes, etc., fait qu'aujourd'hui, elle est mise en concurrence. Si elle baisse ses tarifs, elle meurt. Et que vous avez aujourd'hui des compagnies telles que Qatar Airways ou d'autres qui viennent sur toute la France, qui pratiquent des prix mais imbattables, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes qu'Air France, y compris en termes d'impact écologique, etc. Et donc aujourd'hui, dire baisser les tarifs, moi je vous dis franchement, la seule chose à dire, c'est protégeons notre espace aérien. Premièrement, on a une compagnie nationale, Air France, elle devrait être favorisée dans tous les départements, au moins pour toutes les lignes intérieures déjà, et même pour et on doit éviter d'ouvrir trop de lignes extérieures. Et c'est pas du tout le sens de l'histoire là. Ce qui est en train de se passer, c'est tout l'inverse. On est en train d'ouvrir des lignes pour des compagnies internationales, sur Nice, sur le sud-ouest, sur plein d'autres endroits, qui sont subventionnés souvent par des conseils départementaux, voire des conseils régionaux, qui donnent des subventions à des compagnies étrangères pour ça. Ça risque de nuire à Air France, qui perd des parts de marché, comme on dit. Donc aujourd'hui, dire augmenter les tarifs en mettant des taxes, etc., mais qui va les payer? Qui? Le consommateur. Voilà, le consommateur va les payer en espérant quoi? Qu'il va moins consommer?
ben, ils adapteront. C'est pas... Moi, je ne crois pas qu'en punissant les consommateurs, on arrive à quelque chose. Je pense que la France, d'abord, il y a beaucoup de tourisme intérieur, il y a du tourisme extérieur, c'est le tourisme d'affaires. Le premier tourisme polluant et le plus important, c'est entre guillemets les voyages d'affaires, le tourisme d'affaires. Donc je ne suis pas certaine que c'est par la taxation payée par le consommateur qu'on peut y arriver. En revanche, il y a tout ce qui est la taxation du kérosène et des consommables qu'il y a dans les avions. Ensuite, sur la question des violences policières, ça, on l'a traité aussi dans le programme parce qu'on a beaucoup travaillé avec des collectifs de jeunes et de mamans dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, la réalité des violences policières à Paris, ben, c'est encore un mort là, au mois de janvier. Et peut-être que pour beaucoup de gens qui n'ont jamais, qui n'ont même pas idée de ce que ça peut être que d'avoir peur de la police. Il y a peut-être des gens ici qui ne peuvent même pas comprendre que d'autres gens aient peur de la police. Et moi, je le comprends parce que j'ai peur de la police pour mon neveu. Mon neveu, c'est un jeune homme de 16 ans, il a bien s'habiller en jogging, il a 19 de moyenne, il est plus intelligent que les flics qui réussissent le concours à 6 ou 7. Mais j'ai peur pour lui parce que je me dis, il tombe sur des cons. Et qu'est-ce qui peut lui arriver? J'en sais rien. Il n'a jamais fumé, jamais bu, jamais rien fait. Il ne sort pas de la maison, mais on ne sait jamais. Et donc, quand vous commencez à avoir ce sentiment-là, ou que des jeunes nous racontent ce qui leur arrive, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, 5 jeunes m'ont raconté ce que les policiers leur ont fait, m'ont montré une vidéo et tout, des gamins de 15 ans. Là, voilà, cette peur de la police, déjà, nous, on la reconnaît. Dans notre programme, elle est reconnue. On reconnaît qu'il existe des violences policières. Moi, je demande à tout le monde de dire, mais oui, il existe des violences policières. Arrêtez de nier ça. Ça sert à quoi? C'est quoi? C'est dogmatique? Pourquoi vous voulez nier une réalité? Pourquoi vous voulez nier que oui, il y a des policiers qui tuent et qui ont tué et qui s'en sortent dans une certaine impunité scandaleuse alors qu'ils tuent franchement trop facilement? Personne ne devrait mourir entre les mains de la police. C'est pas normal. C'est déjà une autorité, si ça arrive, ça ne doit être qu'une bavure, pas quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on a une explosion depuis le permis de tuer voté par les socialistes. On est le pays d'Europe où on a le plus de monde qui meurt entre les mains de la police. C'est pas normal, c'est pas bon pour la police, c'est pas bon pour la confiance, c'est pas bon pour les jeunes. Donc nous déjà, on le reconnaît dans notre programme. On met en place un fonds d'accompagnement des victimes de violences policières et de leurs familles, parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le combat judiciaire pour faire reconnaître une violence policière, c'est 10 ans. Demain, on a le verdict pour Adama Traoré. Moi, je suis en lien avec le comité Adama, avec Assa Traoré. C'est 10 ans de dépenses, de frais d'avocat, d'expertise à payer. C'est un budget incroyable. Je ne sais plus, on parle de dizaines, centaines de milliers d'euros. Donc, à un moment donné, pour obtenir justice et faire reconnaître des choses, il faut que la société reconnaisse. Moi, je dis notre commune reconnaîtra que ça existe. Déjà, la reconnaissance, ça peut faire son petit effet. Ensuite, je suis en tant qu'élu beaucoup dans le dialogue avec des commissaires de police, notamment 11e, 20e. Il y a, dans la police nationale, il y a un problème dans le recrutement qu'on va retrouver à peu près dans tous nos services publics. Il y a un problème aussi dans la formation des policiers. Donc il y a un vrai travail que la police nationale devrait faire plutôt que de cacher ce qui ne va pas et de jouer un peu l'omerta. C'est comme dans le périscolaire. Arrêtez de déplacer les gens d'un commissariat à l'autre ou d'essayer de faire ça. Arrêtez, vous savez qu'il y a certains éléments qui posent problème. Il y a des dossiers problématiques. Il y a des commissaires de police qui me l'ont dit. Ils me disent, on connaît les éléments qui ne devraient pas être dans la police. Ben, il faut lever un peu tout le système d'omerta qui peut exister, parce qu'il y a des vies derrière, et puis il faut arrêter d'avoir un système aussi qui est injuste, qui cherche à cacher la vérité et à ne pas rendre la justice. Voilà, de toute façon, sans justice, il n'y aura jamais de confiance. Et pour ce qui est de la sécurité des jeunes, nous, ce qu'on espère, par exemple, sur le trajet collège-gymnase, les enfants des collèges doivent se déplacer seuls pour se rendre à un cours d'EPS. Et donc sont souvent livrés à eux-mêmes, ils ont 14-15 ans. Et ils peuvent faire rencontrer des policiers et qui vont les contrôler. Ça n'arrive pas forcément quand vous êtes blanc, entre guillemets, mais ça va arriver pour d'autres. Donc nous, on dit on va mettre des traverses pour éviter cela. Allez, la suivante. Nous avons une manière très à nous de faire un récapitulatif de tout ce qui s'est dit. Et pour cela, je laisse la scène au Chief of Panache, parce que c'est un titre ici, on est Chief of Panache de la Climate House. Voici Rémi Samouraud.
passé et je vais retranscrire de façon poétique, libre, ce moment. J'ai deux amours, ma planète et Paris. L'une est une sphère bleue dans l'atmosphère spatiale, l'autre est un cercle rose qui a une gueule d'atmosphère spéciale. Paris, Paname, ville-département, capitale, délimitée par deux gris anneaux de Saturne. Oui, ça tourne. Les phares en étoiles filantes. En Mars, nouvelle constellation. Les fusées sont en place, les réacteurs, les électeurs. Chaque bulletin est une poussée vers l'espace qui s'est libéré. Station orbitale, hôtel de ville, because soon, Anne Hidalgo. Isoloir, salle de lancement, sondage et intention, 3, 2, 1, ignition. Sophia Chikirou, députée France Insoumise, révolution citoyenne pour notre ville. Bavarde au grand sourire, kabyle. Idée programme. Les élus les élus en cantine solidaire pour leur dîner d'affaires. Paris vu du ciel, photovoltaïque, mais esthétique. Zéro diesel et moins de thermique, accéléré sur l'électrique. Passe Navigo, bientôt un vrai pognon de dingue. Le temps des transports en temps de travail, c'est une fenêtre d'Overton mentale. Quincangulaire, pas facile à dire, en politique fiction. Prendre un PS par la main gauche, malgré sa tendance à regarder vers la droite. Trahison et tractation législative. Programme en contrat d'initiative. Plan en bifurcation écologique, pas d'ambivalence. On met 800 millions, réquisition des bureaux, en logement. Le baron Haussmann a emprunté. Pour notre empreinte carbone, on a le choix de la dette, de l'autofinancement et des taxes. Accélérer la rénovation thermique au max. Touristes en parcours de conso luxe, tourisme de masse et de mal. Airbnb contrôlé en malus. Allonger les séjours des visiteurs. Réformer le Paris-starisme et le Paris-tarisme. Hébergement des mineurs isolés, on a les moyens pour les 600. RSA jeune pour sortir de l'ASE et entrer dans la vie. Lutter contre le fascisme, c'est avoir la tête dure. L'innovation sociale pour le futur et lutter contre les violences policières qui existent. Omerta et injustice. Gare à la police, trouver des pistes. Alors qui sera en orbite pour le prochain printemps? Qui fera de Paris un système solaire pour 6 années-lumière? Je ne suis ni astrologue, ni astronome. J'en sais que chi. Kirou. Sophia Chikirou, au nom de la communauté, un immense merci pour le temps que donnez-nous vous une preuve de avez vie quand accordé. même, madame. Vous allez bien. Je vais perdre ma voix en fait. Et demain j'ai encore une interview et une audition. Et en plus, vous avez une célébration ce soir. Ouais, je vais y aller. Nous avons notre verre de l'amitié si vous souhaitez rester. Non, vous êtes adorable. Voilà. Je n'ai pas répondu à la question de la dame qui m'a demandé pourquoi j'ai dit qu'il y avait des racistes. Est-ce que vous voulez prendre une minute pour répondre? Ah oui, je vais lui répondre. Pas tellement plus, pensez à vous. Oui, il y a le niveau, le vote pour l'extrême droite dans le 8e est très élevé, trop élevé. Donc oui, il y a beaucoup de racistes dans le 8e. C'est pas vous personnellement, je n'ai pas dit tous les habitants du 8e sont des racistes. Je dis oui, il y a beaucoup, trop de vote d'extrême droite dans le 8e, donc beaucoup de racistes dans le 8e. Parce que le vote d'extrême droite, c'est pas un vote neutre, c'est un vote raciste. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs, se voilent la face. Donc j'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Et donc vous faites partie des autres. Voilà. Juste avant de conclure, je me permets de vous rappeler que selon les derniers sondages, qui ne sont que des sondages, l'extrême droite à Paris fait 17%. C'est la première fois de l'histoire des municipales. Il est encore temps pour vous de vous inscrire sur les listes électorales si vous souhaitez peut-être... C'est trop tard, c'est pas trop tard. Pas en ligne. Normalement, vous pouvez encore faire une réclamation en ligne. Les réclamations sont encore possibles. À ce stade, je pense que nous pouvons explorer toutes les voies possibles. Ça vaut peut-être le coup de faire une réclamation. Madame la députée, merci beaucoup. Nous avons terminé avec vous.